Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je sais pas ce que j'ai fait avec mon micro, mais j'ai un truc je crois pour régler le volume, genre là ça doit être méga fort, et là c'est moins fort, non? Genre là, ah bah non c'est pareil, ça change rien. Qu'est-ce que ça change en fait le bouton? Bonjour mémé, dis bonjour aux gens, plutôt que de me montrer ton trou de balle, s'il te plaît. Viens là, mémé. Je n'ai pas d'autorité. Aucune autorité. J'ai fait de l'éducation positive, hein, du renforcement positif, tout ça, donc du coup ça ne marche pas, évidemment. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alors, c'est ici Jean Castex, est-ce qu'il y a Poutou? Non, il n'y a rien, bah il y a le chat, voilà, il y a la queue du chat. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà. Voilà, alors attendez, hop, je vais plutôt faire comme ça vous voyez le cul à mémé, c'est quand même plus sympa. Vous voyez le cul à mémé là? Oui, vous voyez le cul à mémé devant la fenêtre, c'est très bien. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on disait? Bonjour. Il est quelle heure? Il est 14h, 14h pile, on est jeudi. On est jeudi, et oui, comme vous l'avez noté, comme certaines l'ont peut-être noté, on est en effet invité avec Linguistica et Jean Massier demain à Arrêt-sur-Image. Ce sera la toute première partie du coup de cette revue de presse. On va revenir à ce dont on va parler demain, voilà, on va parler un peu de journalisme sur Twitch, d'influenceurs, de trucs comme ça. Alors oui, c'est pas ici le FC Bienveillance, ici on est plutôt le FC Malveillance, c'est vrai. Alors, je vais remercier les gens, j'ai un peu de retard du coup, évidemment, sur les gens qui ont sub à l'instant, donc je vais les chercher tout de suite, la liste. On remonte, voilà. Comme ça, après, je serai à jour. Avant-hier, non, c'est pas bon. Hier, non, j'ai trop remonté, là. Il y a 6 minutes, voilà. 4e mois de gauche. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais j'apprécie beaucoup tes lives pour accompagner mes après-midi de télétravail. Merci. Same974, je ne comprends pas qu'on soit pas toujours d'accord avec moi. Parce que vous savez, la gauche, c'est le camp de l'intolérance, bien sûr. Et moi, c'est... FC Malveillance, hein, bien sûr. Donc, Same974, merci. 3 mois d'été culturel et apprenant, on tiendrait presque jusqu'à l'été prochain, me dit Mouguche. Alors t'as vu, j'ai changé tout l'habillage, hein, c'est plus l'été culturel et apprenant. Là, ça y est, on a un tout nouvel habillage. Enfin, un tout nouvel. Il a 1 mois et demi, mais au moins il est plus périmé, quoi. On a tourné ce matin notre OLG, donc je pète la forme, c'est ici la gauche, enfin c'est-à-dire que j'ai déjà bu plein de café. Oui, c'est ici la gauche, Bogos44, merci pour le sub. Canard Outo, qui lui dit rien mais qui s'abonne, c'est sympa quand même. Pareil pour Mike Katsai, merci à toi aussi. Salut la gauche, hâte de vous voir demain à Arrêt-sur-Image avec Monté et Jean Massier. Me dit Miri Chan, merci Miri Chan. Revax Mirkis Nelav qui dit bonjour monsieur Ouzoul, à quand Marine Le Pen ici aussi? Pas tout de suite. Bientôt 1 an et t'as toujours pas parlé de tout. Merci pour le taf de qualité, merci Coten02. Et merci Orcalium qui a offert, un abonnement à la communauté. Oui Gamerbike, c'était bien la musique de Loop Hero dans le dernier OLG, tout à fait. Et là c'est la musique actuellement de Ghost and Goblins, ou je sais plus comment ils l'ont appelé, Ghouls and Ghosts ou Ghost and Goblins Resurrection. Je l'ai pris sur... Switch, mais bon, j'ai pas de truc Switch pour jouer avec vous, désolé. Raf 75-220, merci à toi. Putain, je m'aperçois que c'est le bordel derrière. Attends, je vais cleaner le bordel derrière. D'habitude, je fais gaffe. Et là, ah oui, alors putain, j'ai modifié ce truc là. Attendez 2 secondes, hop. Voilà, j'ai cleané un petit peu. Qu'est-ce qu'on disait? Le programme d'aujourd'hui, alors, merci, merci Raf75020, ça c'est bon, je l'ai dit. Bonjour tout le monde, bonjour. Du coup, Samuel Etienne, alors oui, on a fait notre épisode d'OLG sur Samuel Etienne, sur les questions que ça pose en fait, parce que c'est vrai que... derrière, il y a 25 ans de critique des médias derrière. Des trucs Acrimed à 25 ans. Donc on est allé interroger par exemple Sophie Eustache, avec qui on avait discuté dans ce live
et qui a fait un petit bouquin sur le journalisme, etc. Et le journalisme comme travail, donc on s'est dit tiens, Sophie Eustache, ça peut être bien pour le OLG, pour remettre un peu ça en perspective, et essayer de donner un avis un petit peu construit sur l'exercice auquel ce livre, j'ai même envie de dire l'exercice dans lequel se trouve un peu piégé, c'est auto-piégé finalement Samuel Etienne. Donc voilà, on va essayer de monter en généralité, évidemment, il ne s'agit pas de juger Samuel Etienne, mais plutôt sa démarche, sa position, comme on le ferait, voilà, d'un acteur qui est pris dans des logiques de chant. Merci Kundivido, qui a offert un mois d'abonnement à je sais pas qui, à HS apparemment. Marinette qui dit, avec plaisir, quand ils sont bébés, leur mère leur laisse... Qu'est-ce qu'elle raconte? Et qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Marinette, qu'est-ce que tu dis? Merci Macnoff China, salut la gauche qui fait plaise. Merci Oh Billy Bebesh qui a offert un abonnement à Calcul et Mental. Merci à Chazar aussi pour le Prime et je crois et à Erinden SM qui dit salut la gauche. Ça y est, le retour de Mémé. Tu veux dire bonjour? Ça y est, maintenant tu veux dire bonjour? Vous avez vu pour Denis Robert et Blast? Oui, on a vu, moi j'ai vu. Alors pour Denis Robert et Blast, ce qui s'est passé, vous avez sûrement vu, il y avait des tensions au sein du média entre Denis Robert, une partie de la rédaction, machin, tout ça. Moi j'ai essayé d'y voir plus clair à l'époque, j'ai rien produit dessus, mais j'ai écouté les uns et les autres, j'ai discuté avec des gens du média pour essayer de comprendre un peu ce qui se jouait, et là je vois que donc, Denis Robert est finalement parti du média, où il s'est fait virer, je sais plus. Et pour lancer Blast, qui a fait un bon démarrage, hein, Blast, très bon démarrage, et on apprend dans la lettre de Maxime Renaï, qu'il avait embarqué avec lui, Maxime Renaï, vous savez, c'était ce mec qui a travaillé aussi un peu pour les services de renseignement français au Luxembourg, sur les paradis fiscaux, etc. Donc c'était très cohérent avec le travail de Denis Robert que de rentrer en contact quand même avec Maxime Renaï. Et Maxime Renaï s'est barré, il a fait une lettre en partant pour expliquer pourquoi il partait. Et ces lettres mentionnent un mystérieux donateur qui donnerait beaucoup de pognon, 100 000 balles pour le lancement, 20 000 balles par mois pour Blast, anonyme, mais un soutien de Arnaud Montebourg apparemment, qui exigeait en contrepartie, pouvoir voir les enquêteurs du pôle enquête pour leur donner des pistes, et puis pourquoi pas surveiller un petit peu le travail des enquêteurs. Il aurait bien aimé que les enquêteurs travaillent sur Anne Hidalgo, il aurait bien aimé, on ne sait pas pourquoi, que les enquêteurs travaillent sur la GPA, voilà. Moyennant finance. Voilà un petit peu ce que révèle Maxime Renaï, si vous n'avez pas suivi l'affaire, sur Blast, ce nouveau média qui commençait pas mal, notamment avec la vidéo de Salomé Saké, en partenariat avec Le Vent se lève, qui avait beaucoup tourné sur McFly, Carlito, machin, c'était une belle réussite cette vidéo. Les islamo-gaullistes sont là, merci Lord Macbeth 408. Islamo-gaulliste, faut la sortir celle-là. Merci Emaude, merci pour ces lives, Usul. Merci Joujou TDJ aussi qui dit hello. Même donateur pour Anticorps apparemment. Oui, c'est ce que dit la lettre de Maxime Renaï. Merci Farfa Fresh. Et Denis Robert a accepté ça. Oui, Denis Robert a accepté ça. Voilà. Bon, apparemment. En tout cas, c'est la raison qu'invoque Maxime Renaï pour expliquer son départ. Voilà pour ce qui est de Blast, et pour les derniers, je ne comprends rien à ce que tu as écrit, Kalimax. Salut Zul, courage Zul, pour Zul. D'accord, ok. Voilà. Renaï, le super whistleblower. J'étais complètement passé à côté de cette info sur Blast. En même temps, c'est tout rapide, c'est tout nouveau, je veux dire, c'est tout nouveau. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Je vais vous montrer, ça. Attendez, je vais regarder sur Twitter, parce que je crois qu'évidemment, c'est Kwamuo du média qui a... voilà, Kwamuo du média qui a fait tourner la lettre. Voilà, l'équipe du Média TV, dit-il, a eu raison de résister. Attendez, je vous montre ça. Si vous voulez en savoir plus, l'équipe du Média TV a eu raison de résister à Denis Robert, la preuve par les révélations de Maxime Renaï, intégralité de sa lettre, et sur apparemment ce qui est le blog de Kwamuo, il y a carrément la lettre de Maxime Renaï qui explique voilà pourquoi il est parti.
Alors que Denis Robert se dit garant de l'indépendance de Blast, j'ai constaté que les conditions de cette indépendance n'étaient absolument pas réunies. Denis Robert a souhaité à plusieurs reprises que Blast, entreprise de presse solidaire, soit soutenue comme par le principal donateur anonyme d'Anticorps. L'association anticorruption Anticorps est présidée par Elise Van Beneden, qui est également l'une des fondatrices de Blast. Ce donateur, qui a été présenté à Denis Robert donc par Elise Van Beneden, afin d'aider Blast, a une grande partie de ses actifs dans les paradis fiscaux, Luxembourg, Singapour, Suisse, donc c'est un riche qui est dans ce circuit-là. Il a fait fortune en créant un logiciel permettant aux fonds spéculatifs et aux fonds d'investissement, en somme la finance la plus agressive, d'être plus profitable à l'échelle internationale. Il a proposé à Blast de grosses sommes d'argent provenant du Luxembourg, 100 000 € à la création du média sous forme de participation au capital, puis 20 000 € par mois pendant un an, sous forme de dons, soit 340 000 € pour commencer. Au cours d'une rencontre, ce généreux philanthrope nous a indiqué être un soutien d'Arnaud Montebourg pour l'élection présidentielle. Notons, pour définir le périmètre du candidat Montebourg, qu'une de ces sociétés est partiellement détenue par un actionnaire luxembourgeois. Le mécène a précisé qu'il aimerait que nous investiguions sur Anne Hidalgo, rivale d'Arnaud Montebourg, ainsi que sur Patrick Drahi. Il a également demandé que nous enquêtions sur la gestation pour autrui, à laquelle il paraissait très opposé. Denis Robert lui a par la suite proposé, en échange de son soutien financier, une réunion tous les 15 jours avec un membre de l'équipe de Blast afin qu'il puisse suivre en primeur les enquêtes du pôle investigation. Ce travail d'information aux donateurs était supposé méchoir, oui, parce que en plus il disait que finalement le pôle enquête c'était Maxime Renaï qui en était responsable, mais c'était aussi lui qui en était l'unique salarié. Il était chargé à cette place-là de superviser le travail d'une dizaine de pigistes. Depuis, voilà, donc lui il disait aussi qu'il n'avait pas assez de moyens en gros pour la mission qu'on lui donnait en plus de ça, et si en plus c'était à lui d'aller rendre des comptes à l'actionnaire mystérieux, soutien d'Arnaud Montebourg, ça faisait quand même un petit peu beaucoup, voilà. Donc voilà pour la lettre, si vous voulez la retrouver en intégralité, elle est sur le Medium de Kwamuo, je peux vous mettre le lien dans le chat. Encore un coup des oligarques. Voilà. Alors, le programme. Figurez-vous qu'on a 1h30 devant nous, et qu'à 15h30, 16h grand max, je partirai bien sur un Bourdin malin. Maxime Renaï va répondre aux questions sur Facebook concernant Blast. Parce que ce matin chez Bourdin, alors je sais pas si c'était Bourdin ou Apolline de Malherbe, d'ailleurs j'ai lu dans le Canard enchaîné que Bourdin et Apolline de Malherbe ils s'envoyaient des fions, ils s'aimaient pas beaucoup. Elle lui reproche d'être en fait très parisien, et lui il lui reproche d'être très parisienne. Donc bon, c'est un peu ça. Enfin vous voyez, vous avez des infos hein, sur ce stream quand vous venez, on se fout pas de votre gueule. Hein. Vous avez du ragot sur la presse. Quoi d'autre Ouais, Bourdin malin, ils sont contents, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, attendez, qu'est-ce qu'on me parle là est-ce qu'il y a un... Quoi? Est-ce qu'il y a un moment... Ah, d'accord, ah oui, non mais j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, je voulais remercier les gens que j'avais ratés, encore une fois. Donc on y retourne, quelques merci. Ah bah non, moi je suis pas trop parisien, voilà. J'ai beaucoup de défauts, mais je peux pas être parisien. Donc merci Ambobisga qui a envoyé 100 bits. Merci Kinyan Bass, 7 minutes-ci. Fin du train de la hype, d'accord. Hugo EH, merci Hugo EH. Merci Kelly Max qui dit... Ah bah non, bah c'est bon, j'ai rattrapé. Voilà, tout simplement. Il me semble que j'ai oublié personne. Oh putain, vous êtes déjà nombreux et nombreuses. Bon, très bien. Bon, alors, on va commencer par l'article obligatoire. J'ai jamais regardé, c'est quoi le principe du Bourdin malin? Alors, le Bourdin malin, c'est qu'on regarde l'interview de Bourdin du matin même, si possible. On essaie de deviner à la fois les questions de Bourdin et à la fois les réponses de l'invité en faisant un peu pause tout le temps. Un peu comme si on jouait à question pour un champion, sauf qu'on cherche quel va être le ton de Bourdin, l'angle pour les questions de Bourdin, et on cherche de l'autre côté quelle peut être éventuellement la réponse de... soit c'est quelqu'un de LREM qui galère à essayer de défendre le gouvernement, soit c'est... Olivier Faure qui galère à essayer de justifier de l'utilité de l'existence du Parti Socialiste, enfin bon, voilà quoi. Et est-ce qu'il y aura Samuel Etienne? Non, il n'y aura pas Samuel Etienne. Donc, Samuel Etienne, il sera, je crois, chez Jean Massier. Jean Massier à partir de 18h30, il me semble, pour expliquer sa démarche. Mais c'est là-dessus qu'on va démarrer, parce que vraiment, sur Twitter, aujourd'hui, c'était l'événement de la journée. Et on va en parler dans le prochain OLG, évidemment, parce que nous, ça nous touche. C'est l'écosystème dans lequel on évolue, dans lequel on voit un journaliste traditionnel qui vient mettre les pieds, et puis
qui a tous les honneurs de toute la presse. Bon, alors nous, au début, on disait rien, on disait pourquoi pas, voilà, et puis là, bam, Hollande, et puis là, bam, Castex, et ce matin, Samuel Etienne a dit, eh ben, finalement, pourquoi pas Marine Le Pen, je me suis fait convaincre. Bon, et pour ça, on va lire, pour démarrer, voilà, Ah merde, je vous ai pas, oh, putain, on va lire ça, pour démarrer. Samuel Etienne sur Twitch, la fin d'une blague. C'est la petite chronique de Daniel Schneiderman, hier sur Arrêt sur Image évidemment. Et Daniel Schneiderman, journaliste. Je vous disais qu'il y avait 25 ans de critique des médias avant que Samuel Etienne suscite l'ire de son public et justement de cette branche-là des critiques des médias. Voilà, la branche un peu Acrimed, Arrêt sur Image, les gens qui lisent Bourdieu, tout ça. Lire Bourdieu, relire Bourdieu évidemment. Donc du coup il avait déjà fait un petit billet, Daniel. Et son petit billet était relativement salé, je vais vous le lire. C'était hier au moment où il n'avait pas encore annoncé qu'il serait disposé à inviter Marine Le Pen. Parce que la petite pirouette c'est qu'il avait dit je n'inviterai pas Marine Le Pen chez moi. Et aujourd'hui il a tweeté sinon on n'a qu'à pas faire ça chez moi. Voilà, très simple. Donc, si vous n'avez pas suivi la saga Samuel Etienne, je cite cette fois-ci, donc du coup, on rentre dedans, le billet matinal de Daniel Schneiderman. Si vous n'avez pas suivi la saga Samuel Etienne, voici un résumé des épisodes précédents. C'est l'histoire d'une vedette de la télé, présentateur de Questions pour un champion, qui se retrouve sur Twitch, plateforme de gamers en ligne, hein, on vous a déjà parlé de Twitch ici ou ici, pas pour jouer, pas pour faire une revue de presse quotidienne, car il est aussi responsable de la revue de presse de France Info. Non, pas pour jouer, pour faire une revue de presse quotidienne, par contre. Il est aussi responsable de la revue de presse de France Info, de la vieille presse ultra classique, hein, Figaro, Huma, Obs, Monde, JDD, etc. Longue, la revue, 2 heures chaque jour, entrecoupée de pauses café et de réponses en live au public, dimanche compris, avec les enfants au bain dans la pièce d'à côté. Il aime Match, il aime le JDD, il aime Alain Duhamel, il aime la presse Lagardère, il aime la presse Dassault, il aime tout. Il y a peut-être des choses qu'il n'aime pas, Samuel Etienne, mais il n'en parle pas. Et ça marche. Ça marche parce que c'est bienveillant et qu'on crève de l'absence de bienveillance. On est tous affamés de la bienveillance. Sans doute que ça marche aussi parce que des Twitchers n'en reviennent pas de voir une tête connue de la télé les considérer avec bienveillance, se placer sur un pied d'égalité, faire l'effort d'apprendre les codes, comme dit Samuel Etienne. Là-dessus, on l'invite à Arrêt sur Image, sans arrière-pensée, hein, juste parce que le spectacle est nouveau, et sympathique a priori. On aime bien ce qui est nouveau ici, on est curieux, on aime bien entrer dans la mécanique et décortiquer le machin, tenter de démêler la part de nouveauté de la recette et l'arrière-goût de la vieille marmite, si possible avec les acteurs eux-mêmes. Croyez-moi ou pas, mais on est a priori bienveillants nous-mêmes. Bienveillants mais méfiants. Méfiant mais bienveillant. On essaie de disjoindre bienveillance et complaisance. Tout nous, quoi. On passe par tous les services de presse possibles, on ne reçoit jamais aucune réponse. Les seuls avec qui Samuel Etienne se retrouve soudain amputé de sa bienveillance habituelle, c'est nous. Bon, c'est son droit, hein. On a l'habitude. Du coup, les médias cités avec tant de bienveillance dans la revue de presse de Samuel Etienne sur Twitch n'en finissent pas de s'émerveiller. Hosanna! Voilà que nous, les mal-aimés d'internet, sommes traités avec bienveillance par des gamers à casquette à l'envers. Voilà qu'on pénètre cette jungle impénétrable des Jones. C'est lui qui écrit Jones. Hein. Serait-ce, ô Seigneur, le miracle tant attendu depuis l'invention d'Internet et qui pourrait régénérer nos vieux os vermoulus? Enfin la jouvence? Depuis début janvier, sa bienveillance est reçue, interrogé comme le Messie dans tous les studios et dans tous les journaux. Je ne vous fais pas la liste, ce serait trop long. Sans être dans le secret des conseillers comme des politiques, je les entrevois aisément la langue pendante, comme les personnages de Tex Avery faisant la queue dans l'antichambre de Samuel Etienne. Et moi, et mon ministre, et mon secrétaire général. Le premier élu, François Hollande, a été invité lundi soir, 2 petites blagues sur Macron, un aveu sur les entrecôtes frites qui lui ont tant manqué à l'Elysée. Hop, c'est passé. Du coup, devine qui vient twitcher dimanche? Merde, j'ai pas mon soundboard. C'est pas grave, je le mettrai après. Jean Castex. Un nommé Jean Castex dit double peine quand le jeudi soir à la télé, il nous annonce que nous sommes formidables et que si on continue à être formidables, les restaurants pourront ouvrir en 2023. Voilà, c'était donc ça, une nouvelle ruse de la com. À en croire les premières réactions de sa communauté et Samuel Etienne lui-même qui a été obligé de se justifier, cette fois ça risque de moins passer.
Fin d'une blague. Donc voilà, il avait un avis relativement tranché, Daniel Schneiderman, je sais pas ce que vous en pensez. Il a dit les mots. C'est ça, il a dit les mots. Merci à Nefangel, merci aussi à Xoni. Et Edrywing, je connais pas du tout Samuel Etienne, la première fois que j'ai entendu son nom, c'est cette semaine dans ton chat. Cette semaine dans ton chat, ah ouais. Merci Klitsch Norris, ce coup-ci c'est le vrai bébé. Ça y est, 9 mois pour Klitsch Norris, merci à toi. Merci Ambo Bisga, mais ça je l'ai déjà dit, ouais mais ça on l'a déjà dit. Voilà, oui, il y a le somme de pas pouvoir inviter Etienne. Non, mais il y a l'interrogation de pourquoi Samuel Etienne accepte tous les plateaux, sauf celui de critique des médias, qui est historiquement celui d'arrêt sur image. Pourquoi il est bienveillant avec tout le monde, mais là il aime pas le, je sais pas, le mauvais esprit de Daniel Schneiderman. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce billet? Il y a Lipir17 qui dit « Je suis nouvelle, 53 ans, et je suis là car j'ai suivi Samuel Etienne sur conseil de ma fille. Du coup, je découvre et j'aime plutôt la plateforme. » Tu vois, il y a plein de trucs intéressants. Hein, ouais. Et ouais. Alors bon, c'est plus ou moins bienveillant, quoi. Voilà. La référence obscure à tous sur les jeux, je l'ai. Il a refusé Morandini aussi, très bien. Le CSA a donné un avis ou on vaut pas la peine? Non, mais le CSA ne va pas donner son avis. Il n'a pas à donner son avis. Ça fait pas partie de son champ de compétences. Donc pour vous, c'est juste que Daniel est rageux. Pour vous, c'est ça, vraiment. Il va bientôt inviter Le Pen, il me semble. Mais voilà. Enfin, en tout cas, c'est l'appel qu'il a lancé ce matin. Schneiderman, il est moyen bienveillant, mais j'aime bien son ton. Mais Schneiderman, il est taquin. Voilà, il est taquin. Ah. Mais non, mais il l'avait invité à faire le plateau. Et il est pas venu, D'ailleurs, moi aussi j'étais invité à ce même plateau, j'aurais pu être en plateau avec Samuel Etienne et on aurait pu discuter de ça. Mais non, vous aurez Jean avec Samuel Etienne à 18 h sur sa chaîne Jean Massy Acropolis. Mais vous aurez pas moi sur le plateau d'arrêt sur image avec Samuel Etienne, voilà. Toujours rageux. Toujours rageux, Daniel. C'est déjà plus normal de refuser Morandini que arrêt sur image. Oui, je trouve quand même aussi. Parce que bon, Morandini, tu te retrouves face à un mec qui a quand même des casseroles chelous. T'es sur CNews aussi. Pas ouf, quoi. Le billet manque de réflexion, le cas est plus intéressant que ça. Bah, c'est pour ça qu'on va lui accorder entre 10 et 15 minutes. Évidemment, lundi, dans OLG, on aura regardé, enfin, j'aurais regardé le live avec Jean Castex pour voir si c'est si différent de ce qui s'est passé avec François Hollande. On va analyser ça... c'est-à-dire que je vais pas dormir dans la nuit du dimanche au lundi, concrètement, hein, c'est ça que ça veut dire, mais qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? Je vous le demande. Un refus ou pas de plage dispo, nuance importante? Bah Daniel, alors Daniel justement, moi je voulais qu'il développe sur le billet, Daniel Schneiderman, donc Daniel Schneiderman sera dans OLG lundi aussi, parce que c'est pas lui qui anime... il n'y aura pas de redite parce que c'est pas lui qui anime le arrêt sur image de demain, c'est Emmanuel Walters. Lui, je voulais l'avoir pour ce billet qu'il a écrit et lui demander de développer sur ce qu'il a écrit là. Donc voilà, donc du coup vous aurez moi dans arrêt sur image sans Daniel Schneiderman et vous aurez OLG avec Schneiderman dedans. Je sais, c'est compliqué. Merci le chat Simon. C'est compliqué mais on va y arriver. Ouais, dommage que l'article se concentre sur l'invitation manquée. Non, je pense pas. Je pense pas. Je trouve qu'au contraire, c'est une démarche de transparence. Il dit bon, nous il s'est passé ça et il s'interroge là-dessus. C'est quoi la limite de la bienveillance? Pourquoi on est bienveillant avec tout le monde mais pas avec nous, quoi? Et il propose pas de réponse d'ailleurs. Hein. Il propose pas de réponse. Il est prudent. Les commentaires du billet sont souvent intéressants. Ah, vous voulez qu'on regarde les commentaires? Cet entre-soi, oui, bah ça va, c'est l'entre-soi de la marge. Il est moins écrasant que l'entre-soi du mainstream. Alors attends, les commentaires, ils sont où les commentaires? Twitch, bienveillance, Samuel Etienne, il a mis un truc bienveillant. Ah, commenter, 76 commentaires. Il faudra, alors, ceux qu'on voit en premier, c'est les commentaires préférés des abonnés. On va lire les commentaires préférés des abonnés. Merde. Il faudrait quand même expliquer aux gens
qui nous dirige, que la défiance d'un nombre croissant de Français ne vient pas du fait qu'on ne les verrait ou ne les entendrait pas suffisamment, mais précisément que les gens ne peuvent plus les voir parce qu'ils les ont trop entendus raconter n'importe quoi. Je pense qu'on peut être d'accord avec David. Est-ce qu'on est d'accord avec Cléopatate? Qu'est-ce qu'elle dit, Cléopatate? Cléopatate, elle dit « Cher Daniel ». C'est pas pour le défendre, mais Samuel Etienne, avant d'être une vedette de la télé, c'est avant tout un journaliste, passé entre autres par RFI, et pas plus mauvais qu'un autre, voire meilleur que pas mal d'autres. Reste qu'effectivement, cette histoire de Twitch, ça sent pas bon. Déjà, il est très difficile de savoir s'il fait ça de son propre chef, ou s'il est en service commandé par son employeur. Non, je pense qu'il fait ça de... Non, ça... Là, non. Le France Télé de Delphine Ernotte... Non, je pense que là, il s'est sincèrement pris au jeu du truc, j'ai pas trop de doute là-dessus. Ensuite, sous la bienveillance, il y a effectivement ce côté, les jeunes, regardez, dans la vieille presse des milliardaires, il n'y a pas que du mauvais. Idem avec les politiques bien pourries qui façonnent le monde foncièrement déprimant dans lequel vous évoluez, et c'est assez gênant. Surtout quand dans le même temps, la com macroniste fait le forcing sur la même cible, les jeunes, arrêtez d'écrire les jeunes. Daniel, Cléopatate, arrêtez d'écrire les jeunes. À grand renfort d'influenceurs bidons et d'autres stars de YouTube, comme si la seule planche de salut de Macron en 2022 était cet électorat, toutes les autres tranches de la société étant définitivement perdues. Enfin, le fait que Samuel Etienne ne souhaite pas vous faire l'honneur d'honorer de sa présence votre sympathique plateau est lui-même attristant, comme s'il craignait que soumis au feu de vos questions, on découvre que sous la bienveillance, il y a juste de la com à la con. D'accord, Cléopatate. Et dernier commentaire, top commentaire. Ah si, un média d'extrême gauche. Ah bah c'est intéressant ça comme commentaire. Bon, très bien. Un peu ok boomer comme commentaire, mais vous croyez qu'ils ont quel âge les gens qui laissent des commentaires sur arrêt sur image? Allons bon. Les hôpitaux saturent et Castex. Oui. Merci Gouyouyou. Salut les jeunes. Arrêtez de faire ça. Daniel l'a écrit... Mais tout le monde l'écrit ironiquement, Dohars. Tu dis Daniel l'a écrit ironiquement, donc on a le droit à ironiquement. Mais non, mais tout le monde l'écrit ironiquement. Oh putain. C'est ça la réalité des réseaux sociaux. Elle est là la réalité des réseaux sociaux. Bon. T'as vu les bails sur le nouveau Media Blast? Oui, on en a parlé il y a pas 20 minutes, t'as raté le début. On a lu un peu de la lettre de Maxime Renaï. Vous en faites pas, je suis au taquet sur l'actualité des médias, normalement. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, on risque, à partir donc du coup, dans 1 heure et 1 heure et demie, de faire un petit bourdin malin parce que ça fait longtemps, et que c'était Olivier Faure, donc le premier secrétaire du Parti Socialiste qui était invité ce matin. Moi, ça m'intéresse de savoir, notamment, tiens, comment il se dépêtre avec cette histoire d'Anne Hidalgo. Cette histoire d'Anne Hidalgo et du vote là pour Claude Goasguen, ça m'intéresse. Mais c'est pas le propos. Aujourd'hui, voilà, on a lu ça tout à l'heure. Enfin, on a lu un bout de ça, parce que si vous voulez le lire en entier, l'équipe du Média TV a eu raison de résister à Denis Robert, la preuve par les révélations de Maxime Renaï. Eh bien, vous avez le lien. Hop, je vous le remets dans le chat si ça vous intéresse. Nous, on en a déjà parlé. Voilà. Mais oui, mais ça, on l'a déjà dit. Donc ça aussi, on peut fermer. Aujourd'hui, au programme. Donc, hop, c'est l'anniversaire de Fukushima. Ce matin, dans vos quotidiens, il y avait beaucoup d'articles sur Fukushima. J'ai choisi évidemment celui de Jed Lingard, qui est la spécialiste écologie à Mediapart, et qui a un point de vue. Moi, sur le nucléaire, j'ai l'avantage de ne pas vraiment avoir ni point de vue, ni expertise. Enfin, c'est parce que je n'ai pas d'expertise que je n'ai pas de point de vue. J'ai des angoisses, j'ai des inquiétudes, j'ai des aspirations, et en fait, je n'ai pas tranché, parce que, voilà, des fois, il faut dire, quand on ne sait pas, on ne tranche pas. Moi, je ne sais pas, donc je ne tranche pas. Donc on va essayer de s'informer. Jed Lingard nous a fait un article sur la France n'a pas tiré les leçons, parce qu'il y avait 4 articles, hein. C'est en une de Mediapart aujourd'hui. Vous avez quand même une spéciale, hein, une spéciale Fukushima, une catastrophe sans fin. Vous avez un premier article de Jed Lingard sur ce qui s'est passé au Japon, un cataclysme éternel, sur les leçons pas tirées par la France. C'est celui-là que j'ai choisi parce que nous, vous le savez, on est une revue de presse plutôt franco-centrée. Fukushima, laboratoire de la résilience, nous écrit Joseph Confavreux, qui lui dirige le service idées, débat d'idées de Mediapart, un peu philosophe, tu vois, un petit peu intello. Et puis, notre dossier, un monde sous le joug du nucléaire par Géraldine Delacroix. Encore une autre façon de traiter. Vous voyez, vous avez un sujet, vous pouvez le traiter, c'est ça ce qu'on appelle avoir un angle. Donc moi j'ai choisi celui dont l'angle est « Et la France ?» Est-ce qu'on en a tiré des leçons? Selon Jed Lingard, non. Hello Usul, c'est le merci du mois, merci pour tout ce que tu fais, merci Axel Desrouges de continuer à soutenir la chaîne. Donc voilà pour
lire l'article du Point qui voilà, sujet. On va faire à mon avis un sondage sur est-ce que vous êtes pro-nucléaire ou anti-nucléaire. Merci Asagi Saya. Mais pour l'instant, on fera ça si vous choisissez l'article de Mediapart que je vous ai mis de côté, qui est Fukushima, la France n'a pas tiré des leçons. Jed Lingard écrit dans son chapeau « En 2021, aucun des 56 réacteurs en fonctionnement dans l'Hexagone n'est au niveau des critères de sûreté post-Fukushima selon Greenpeace et Negawatt. Et l'Europe vient de voter 5 milliards d'euros de subventions au réacteur expérimental de ITER sur ses crédits climat. » Voilà, l'argent du climat qui va servir au nucléaire. Merci Boomer Sympa qui écrit 5 mois t'as vu. C'est vraiment un boomer sympa? Je me demande du coup. Salut Mr. Fox aussi. Et merci Flaemos. Donc voilà, ça peut être intéressant. Sauf que nous, on n'a pas de séisme. Non mais vous avez certainement des arguments. Je pense que Jed Lingard, écolo comme elle a dû aller à Bure, elle a dû aller partout, sur toutes les luttes antinucléaires. Je crois qu'elle connaît ça pas mal. Je pense qu'elle a un point de vue tranché sur la question du nucléaire, pas moi. Donc on va pouvoir lire ça et pourquoi pas confronter ces arguments à vos arguments. Je n'en sais rien, merci. Raskar Kapak. Comme je disais, je n'ai pas de point de vue, là pour le coup je suis neutre, j'ai une neutralité journalistique, FC bienveillance, hein, on est d'accord. Donc ensuite, donc ça c'était la une de Mediapart, hein, évidemment, il y a une enquête sur le patron de... Ça c'est les articles que je vous ai pas choisis. Une enquête sur le patron de Valeurs Actuelles, l'étau se resserre autour du milliardaire Iskandar Safa, accusé par l'État du Mozambique d'avoir corrompu des dirigeants politiques à l'occasion d'un contrat naval. Le patron des constructions mécaniques de Normandie et du magazine Valeurs Actuelles doit s'expliquer devant la justice britannique. Et oui. Vous regardez qu'il y a parfois des liens assez étonnants entre le néocolonialisme à la française et la presse d'opinion d'extrême droite. C'est valable aussi pour Bolloré, hein. Ça marche aussi. Et c'est news. Voilà. Donc, et puis un hommage à Manuel Jardino, qui nous a quittés il y a peu, qui était un membre de la rédaction de Mediapart, qui était au pôle social, que vous avez peut-être déjà vu dans des lives Mediapart. Il a notamment interrogé les députés, Pietraszewski, je crois, à l'occasion de la réforme des retraites il y a un an, et il nous a quittés il y a très peu de temps. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup, je l'ai juste croisé comme ça. Je lui dis bonjour, mais c'est pas quelqu'un que je connaissais de près. À Mediapart, mais voilà, petit hommage polyphonique pour Manuel Jardino qui était très apprécié à la rédaction. Voilà, un petit sujet sur la Birmanie, l'armée mène la guerre contre son peuple, la mobilisation contre le démantèlement d'EDF s'amplifie, ça aussi, mais je vous l'ai pas mis de côté ça. Donc voilà, pour la une de Mediapart aujourd'hui. Moi ce que je vous ai mis de côté, c'est donc du coup, voilà, c'est ça, la France n'a pas tiré des leçons. Ah ben merde, attends. Ah oui, voilà. Je vous ai mis de côté un article plus long, hein. Là, à mon avis, c'est passionnant, mais c'est plus long. Scroller qui nous dit. C'est un article de François Bonnet, une espèce de somme. Vous voyez, c'est très documenté. On le finira pas, à mon avis, parce qu'il est vraiment très long. Mais François Bonnet fait le bilan des 7 erreurs du pouvoir, dans la gestion de cette pandémie. C'est un dossier exceptionnel. De notre ancien directeur de rédaction François Bonnet à la rédaction de Mediapart. Et ça permettra, voilà, Grand 1, l'OMS ignoré voire méprisé. Qu'est-ce qui a merdé en fait? Grand 2, court-circuit politique en Macronie. Grand 3, le marteau-pilon à défaut d'une politique de santé. Grand 4, l'État désarmé et contourné. Le centralisme et l'atrophie démocratique. Vaccination, une stratégie désintégrée. Et enfin la catastrophe présidentialiste. Voilà pour le dossier. Oui, il fait le bilan calmement, il fait le bilan. Il dit temps de lecture 30 minutes. Il dit temps de lecture 30 minutes? Non, il n'y a pas marqué sur mes... Ah si, il y a marqué 30 minutes. D'accord, donc 30 minutes, ça veut dire 1h30 à voix haute. 30 minutes, c'est dans la tête, hein, c'est 2 tests. Donc ça va être peut-être un peu long. Merci Joe Gingerous. Yes, c'est une des rares fois où tu arrives pendant un live. Bah voilà, c'est souvent l'après-midi. Hein. Ensuite, je vous propose... un petit article de Libé, c'était la une, je crois, d'aujourd'hui de Libé. Présidentielle 2022, Macron ne sera pas le candidat LREM ou la stratégie du grand dépassement. L'entourage du chef de l'État phosphore depuis des mois sur une nouvelle structure pour se lancer dans une deuxième course à l'Elysée. Sans l'étiquette LREM, mais toujours avec le souci d'apparaître et de droite et de gauche. Et c'est de plus en plus compliqué, donc il va falloir... Ils sont même en train de se demander s'ils vont pas faire une petite dernière mesure de gauche avant, histoire... et ils savent pas trop laquelle. Donc voilà, on va voir un petit peu quelle est la stratégie de Macron pour continuer la grande arnaque du et de droite et de gauche. Un article de Charlotte Chaffanjon.
Et tu m'étonnes que les repères des gens soient brouillés, quoi. Tu m'étonnes. Ah, la weed, dans le chat, vous êtes sur la weed. Vous voulez que voilà, la grande réforme de gauche, ce soit la weed. Bah, ça m'étonnerait, hein. Vu les soutiens LR, machin, tout ça, ça va être compliqué. Enfin bon, on sait jamais, on sait jamais. Il faut une case, travaille encore son opinion dans le sondage sur le nucléaire. Alors ensuite, face à une épargne en hausse, Bercy veut favoriser les donations entre générations pour doper l'économie. On parle souvent d'économie ici. En général, c'est en lisant les articles longs et fouillés de Romaric Gaudin sur Mediapart. Là, on est dans Le Monde, hein, avec une orientation un peu plus sociale-libérale. Normalement dans les papiers échos du Monde, mais voilà, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, il voit un moyen de débloquer l'épargne accumulée pendant l'épidémie. Souvenez-vous, on en a déjà parlé ici de cette fameuse épargne Covid qui au départ était censée représenter à peu près une centaine de milliards d'euros, qui maintenant en représenterait plutôt 200. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Surtout comment on le mobilise? On reviendra sur les solutions qu'avait proposé Romaric Gaudin en voyant qu'est-ce que propose Bruno Le Maire. Bruno Le Maire propose de favoriser les donations entre générations avec l'idée. Donc voilà, on va voir ça, temps de lecture 5 minutes cette fois-ci. Et enfin, un dernier papier de Libé toujours. En Europe centrale, la presse oppressée. Et alors ça, attendez, je vais vous trouver la référence parce que je sais pas si je vous en ai déjà parlé ici, je vais vous le mettre dans le chat. Il y a un super docu, c'est vraiment un bon docu d'Arte sur Viktor Orban, je crois qu'on en a déjà parlé. Je vais vous mettre le début du documentaire, juste le tout début, on se regarde ça ensemble pour vous demander si ça vous donne pas envie. C'est ce documentaire qui m'a fait faire une petite référence à Viktor Orban à la fin de la vidéo, le OLG de je sais plus qui d'ailleurs, sur l'islamo-gauchisme, voilà. Parce que dans la stratégie de Viktor Orban, il y a eu le fait de couper le pognon à ce qu'il estimait être des facs trop de gauche, trop mondialistes, hein, trop George Soros. Mais il n'a pas fait que ça, il a aussi muselé la presse, comment il s'y est pris, tout ça. Ouais, hein, c'est pas mal comme docu, c'est très bon taf. 1h30, mais c'est pas du foutage de gueule. Je vous mets la première minute parce que vous avez un moment assez... c'est vraiment du teasing, vous irez le regarder vous-même. Je sais que Nathalie, elle fait des lives, j'ai raidé hier, j'ai raidé Nathalie, ou avant-hier, j'ai raidé Nathalie pendant qu'elle regardait le docu d'Arte sur la science sous influence, là. Comment ça s'appelait d'ailleurs l'émission je sais plus. Et bon, moi je sais pas s'il faut regarder des docus d'Arte en entier sur la chaîne, c'est peut-être pas ce que j'aimerais faire, parce que tout simplement je pense qu'ils se suffisent à eux-mêmes, il n'y a peut-être pas besoin de commentaires en plus. Donc voilà, je vous laisse regarder le tout début de ce docu, j'espère que ça va vous donner envie de mater la suite. La fabrique de l'ignorance, c'est ça que regardait hier Nat. Officiellement c'est une démocratie. Mais dans la réalité constitutionnelle, c'est un État autoritaire. C'est comme une pièce de théâtre dans laquelle le décor est démocratique, mais où les acteurs ne sont pas démocrates. C'est la démocratie d'un seul homme, d'un chef suprême. La démocratie est une coquille vide en Hongrie. It's a boring parliamentarian democracy. Ce n'est pas encore une dictature, mais nous en prenons le chemin, pas à pas. Par dictature, on entend l'inverse de démocratie. Jamais une démocratie n'est morte parce qu'il y avait trop de liberté. On n'imaginait pas que quelqu'un oserait faire machine arrière. Ça n'est venu à l'esprit de personne. Il l'appelle comme ça depuis des années. Il dit ouvertement ce que tout le monde pense. Vous pouvez le taxer de dictateur. Ça ne change rien. Ça ne nous dérange pas. Tant que ça sera comme ça, il fera ce qu'il voudra. Et il le sait. C'est la faillite de l'Europe. Si ses dirigeants ne peuvent rien faire contre un dictateur dans leur rang, alors à quoi sert l'Union européenne ?
Voilà, je vous ai juste mis le début. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est l'image de Juncker qui fout une claque à Orban. C'est « Ah, salut dictateur !» Et bam, il lui en met une petite dans la gueule. Là. Vous avez vu ça? Regardez, attendez, je sais plus si c'est avant ou après lui qui parle. Non, on va pas regarder le... Regarde, ah non, c'est pas là. Moi, je reveux la petite claque, là, elle est trop marrante. Quand l'autre, il arrive, il dit « Salut dictateur !» Bam. C'est gratos, quoi, c'est cadeau, quoi. Et l'autre, il bronche pas, il est là, oui. Il s'en fout. Et il troll de ouf l'Union Européenne, il bloque là où ça fait bloquer, là où ça fait bloquer, parce que voilà, les mécanismes qu'ont voulu mettre en place les partenaires de l'Union Européenne, ça a été, on va conditionner les aides Covid à un critère d'indice de démocratie. Il faut qu'il y ait quand même des formes de démocratie qui soient respectées. Et lui, il bloque autant que possible, parce que lui, il a plutôt tendance à rogner là-dessus. D'où le choix de mon article d'aujourd'hui, dans Libération cette fois-ci. Alors je vous mets le lien, évidemment du docu de Viktor Orban, du docu sur Viktor Orban, dans le chat, voilà, si vous voulez le mettre de côté pour plus tard. Juncker était en total roue libre ce jour-là. Il était bourré là, vous dites? Vu le débat nuke dans le chat, ça pourrait être intéressant d'aller voir les travaux de Jean-Marc Jancovici et de faire un stream dessus. Simple avis. Mais tu les connais déjà, les travaux de Jean-Marc Jancovici, pourquoi tu... Moi aussi je les connais, enfin je veux dire, j'ai écouté des conférences de Jean-Marc Jancovici, là, je sais pas quoi. Je vois tout à fait ce qu'il raconte, hein. Lui, il est sur la ligne, le nucléaire, d'accord, en attendant, on n'a pas mieux, Coco, voilà quoi. Donc moi c'est pour ça, hein. Il est bourré tout le temps, Juncker. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Très bien. C'est ici l'interview de Jean Castex. Non, c'est pas l'interview. C'est pas l'interview de Jean Castex ici. Donc je vous ai choisi comme dernier article, donc c'est bon, là je peux fermer la Hongrie, voilà le truc. Comme dernier article, médias en Europe centrale, la presse oppressée. En suivant le modèle de Viktor Orban en Hongrie, des pays du centre et de l'est de l'Europe menacent et censurent les médias, une situation préoccupante qui sera débattue ce mercredi au Parlement. Voilà. Donc c'est intéressant. J'ai des remerciements à faire, je crois que j'ai raté 2-3 trucs. J'ai raté Asagi Saya, merci pour les 1000 bits. Merci Edward aussi qui dit ah oui à base de docu. Mais non, je sais pas à base de docu, on reste sur des articles. Merci La Basinade aussi à 3 minutes, The Gingerous. Voilà, c'est bon, on a rattrapé. Tout simplement. Donc, ça va être l'heure du vote. Ça va être l'heure du vote. Comment on muselle... Là, ce qui est intéressant comme problématique, c'est comment on muselle la presse dans des États qui se veulent être des États de droit, mais comment on le fait quand même aujourd'hui avec la libre circulation des capitaux, avec... voilà, comment on peut s'y prendre. Viktor Orban, par exemple, il s'est démerdé pour libéraliser un certain nombre de trucs, foutre les médias dans la poche de ses potes oligarques. Bon, il y a peut-être d'autres solutions. Et puis surtout, comment l'Union Européenne peut éventuellement répliquer, parce qu'on nous dit l'Europe, c'est la démocratie, c'est la paix, c'est le dernier espace de machin. Et puis on se retrouve avec des mecs super gênants dans l'Union Européenne qui font vraiment... voilà, tu vois, à quel moment, nous, l'Europe, par exemple, peut nous aider à calmer un Macron qui s'est excité à éborgner les gilets jaunes. Alors c'est pour ça que vous entendez toujours en ce moment Elisabeth Lévy, Éric Zemmour dire il faut supprimer la Cour européenne des droits de l'homme, il faut la supprimer. Sarkozy aurait pu le dire aussi, mais il se trouve que lui il va en avoir besoin peut-être éventuellement à la fin de ses recours, parce que Sarkozy a dit qu'il allait peut-être saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir ses droits. Sauf que ça, c'est après les procès, c'est quand tous les recours sont épuisés dans ton pays que tu peux saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin bref, voilà, donc ça c'est intéressant. J'aimerais bien faire plus de sujets Europe, j'avoue. Si vous avez des... Ouais, ça j'aimerais bien, parce que c'est quand même un domaine qui compte, c'est quand même un endroit où des décisions se prennent, c'est Bruxelles, tout ça, voilà, et c'est quand même un endroit qui est pas si couvert que ça. Qui est pas si couvert que ça par la presse. J'aimerais bien peut-être un peu plus d'Europe. Je suis ni pro ni anti-européen, moi je suis comme tout le monde. J'aimerais bien une Europe qui sert à quelque chose, mais pour l'instant on n'en a pas pris le chemin. Pour l'instant elle nous casse plus les couilles qu'autre chose. Mais j'attends d'être convaincu aussi. Mais le problème c'est que ça fait 30 ans qu'on attend d'être convaincu par la soi-disant Europe sociale. Et là si on est carrément... On n'a pas eu l'Europe sociale. On est carrément en train de rogner sur l'Europe en tant qu'espace démocratique. Il va rester quoi ? Il va pas rester grand chose, mais ça peut être intéressant du coup de fouiller un petit peu plus, de regarder ce qui se passe, ce qui se joue.
Non, non, le Conseil de l'Europe, c'est pas pareil. Oh là là, il y a de la modo à faire dans le chat, c'est vrai qu'il y a du monde, tu me diras. Ça va, il y a des débiles dans le chat ou ça va? Il y a pas beaucoup de bienveillance, dis donc. FC bienveillance, hein. FC bienveillance. En effet, l'UE est sûrement plus importante à étudier que la France toute seule. Bah oui, bah ici c'est très franco-centré. Je fais pas trop d'international parce que moi c'est vrai que bon, la situation au Pérou, en Inde, machin, c'est pas ma spécialité. Mais non, ça va, c'est bon. Peut-être que tu échauffes les gens, mais j'ai rien dit là, j'ai rien dit. Regarde, je suis 100% neutre, je suis là à l'Europe, je sais pas trop, le nucléaire, je sais pas trop, j'assume mon incompétence sur un certain nombre de sujets. Bon, donc du coup, vous allez pouvoir voter. Je rappelle, Fukushima, la France n'a pas tiré des leçons. J'ai l'impression qu'il y a un tel débat dans le chat sur tout ce qui est nucléaire que il m'a l'air en bonne place. Donc si vous voulez voter pour autre chose, votez pour autre chose. Un petit bilan de ce qu'a fait les 7 erreurs, à chaque fois je fais une mauvaise liaison qu'il faut pas faire, les 7 erreurs du pouvoir dans la gestion d'une année entière de Covid, sur Mediapart toujours. Présidentielle, quelle sera la stratégie de Macron pour continuer à nous enfumer? Face à une épargne en hausse, Bercy veut favoriser les dotations entre générations pour doper l'économie. Donc voilà, je vais vous proposer ça dans le chat, et arrêtez avec votre lobbying Jancovici. Je pense que tout le monde ici connaît Jancovici, il n'y a pas besoin de... Hein, c'est bon, on connaît, et moi aussi je l'écoute avec intérêt, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça fait vraiment, vous connaissez l'UPR quoi. Arrêtez de vous trouver un gourou et de après sortir le gourou, voilà. Donc on commence par quoi? Réponse 1, Fukushima et la France. Les leçons de Fukushima, je vais appeler ça, voilà, les leçons de Fukushima. Voilà, ça c'est clair. Une année de Covid, les erreurs du pouvoir, une année de Covid, je vais mettre une année de Covid. Une année de Covid. Ensuite, je vais mettre la stratégie Macron 2022. Ensuite, économie, donc du coup le nouveau plan de Bruno Le Maire, transfert entre les générations là, comment on peut appeler ça, bon, le plan Le Maire on va mettre, bon, c'est pas très sexy le plan Le Maire, bon je vais mettre économie et épargne Covid, voilà, épargne Covid, on est très Covid hein, évidemment comme tous les jours, comme tout le monde, comme toute la presse, et en dernier, presse, démocratie et Europe. Voilà, j'espère que ça passe tout ça. Les 5 articles du jour, vous allez voter et désigner votre fave. Et vous avez voté, vous avez choisi, c'est bon. Merci Sophie aussi pour le sub. Merci Croziflette Magique, vive le Québec libre. Bah tiens, bah pourquoi pas. Merci, je sais pas, j'ai raté quelqu'un d'autre peut-être. Il me semble pas. Il me semble pas. Il me semble qu'on est bon. Donc vous avez voté en priorité, je vais les mettre dans l'ordre. Vous avez voté donc pour la stratégie de Macron en 2022 d'abord.
Hop, Libé, vous avez voté Libé aujourd'hui, comme quoi vous n'êtes pas rancunier, hein, vous étiez turbo vénère lundi, mais... Ensuite, les leçons de Fukushima, ensuite une année de Covid, et l'épargne Covid, ça vous intéresse pas trop. Très bien, bon, très bien. Très bien, très bien. La musique était trop forte, vous avez voté n'importe comment. Imagine, t'es le nucléaire et tu exploses. Oui. Ouais, le Covid est boycotté, tout le monde en a marre du Covid, quoi. Ouais. La présidentielle, ça passionne vraiment les gens, en fait. Bah oui, bah je sais bien. Ouais, oui. Puis en vrai, ça me passionne aussi, je veux dire, c'est la prochaine grande échéance politique de ce pays. Je veux dire, la présidentielle, c'est pas qu'une élection, c'est 6 mois de débat avant. C'est un moment de respiration démocratique où on a l'impression que le pays peut changer dans un sens, dans l'autre. Moi, je dis souvent ça, hein. C'est quand même un des rares moments où on a l'impression que le politique sert à quelque chose. La politique, le vote, voilà, sert à quelque chose. Donc, bah voilà. Ouais, on a l'impression, je dis on a l'impression. Spoiler, non. Spoiler, la majorité du temps, on se fait niquer. Et voilà, même quand on y croit, c'est compliqué. Et c'est toujours la gueule de bois. Mais je suis bien d'accord, Mais bon, on en a une fois tous les 5 ans. Ce moment, à la limite, le moment de discussion est plus intéressant que la présidentielle elle-même. Regardez, Benoît Hamon qui cartonne avec son revenu de base auprès des sympathisants du PS, qui gagne la primaire. Bon bah ça a installé durablement, ce moment-là de la présidentielle a installé durablement le thème du revenu de base dans le champ politique. Donc vous voyez que c'est un moment qui a son importance. Alors... Eh ben on va lire cet article qu'on doit à Charlotte Chaffanjon pour Libération. On va commencer par ça, très bien. Alors elle nous dit « L'entourage du chef de l'État phosphore depuis des mois sur une nouvelle structure pour le lancer dans une deuxième course à l'Elysée. » Donc lui aussi il lance un mouvement, il va lancer un nouveau mouvement, une nouvelle structure, sans l'étiquette LREM. Mais bah oui, il faut voir ce qu'ils se sont mangés. L'étiquette LREM, apparemment, elle est pas très porteuse. Hein. Et je pense que la stratégie, ça va être aussi, parce qu'apparemment, il y a une tentation chez LR de soutenir Macron directement. En se disant, finalement, on n'est pas si mal logé quand il y a Macron. On a au moins le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie, des Finances. Tout le monde est LR, en fait. Tout le monde est de droite. Donc, ça pourrait être finalement le candidat naturel de la droite. Ce qui peut embarrasser LREM aussi, qui veut continuer avec son image et de gauche et de droite. Et puis surtout, voilà, l'étiquette LREM n'étant pas très vendeuse, on l'a vu au municipal, on le verra peut-être au régional, peut-être que Macron va lancer encore un nouveau truc, Union nationale... Voilà, contre les extrêmes, Union nationale contre les extrêmes. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais leur stratégie, c'est aussi de faire passer les écolos. Il y a eu une semaine comme ça où ils ont beaucoup tapé sur les écolos, le truc de la viande, machin. Dès qu'ils peuvent taper sur les écolos, ils tapent sur les écolos. Donc ils essaient de faire passer les écolos pour des extrêmes aussi. Pour constituer un gros bloc centriste qui irait concrètement de LR à, pourquoi pas encore débaucher des gens du PS, des Hidalgo et compagnie, là, enfin des gens qui ont une sensibilité proche de celle d'Hidalgo, même si Hidalgo écartonne un peu LREM, mais parce qu'elle est sur une stratégie personnelle qui est de... Enfin voilà, c'est mon analyse, hein, c'est mon analyse, je fais un peu le Duhamel du pauvre, le Duhamel cheap de Twitch. Donc, du coup, ouais, faire un mouvement d'union nationale, en gros, le centre élargi, le bloc bourgeois encore élargi, donner une impression de réélargir encore, pour pouvoir condamner tous les autres aux extrêmes et dire je suis le seul camp raisonnable, les écolos c'est les extrêmes, le FN c'est les extrêmes, les mélenchonistes évidemment, les insoumis c'est des extrêmes. Donc ça pourrait être une tentation. Enfin moi c'est ce que je dis a priori, j'ai pas lu l'article, on va voir. Comment il va faire, parce que le grand enjeu quand même de ce truc là, c'est de faire croire qu'il y a encore un truc de gauche dedans. C'est quand même difficile. Donc, le temps presse. Depuis combien de temps les pontes de la majorité évoquent-ils la construction d'une maison commune ? Le Premier ministre, Jean Castex, en a parlé dès le mois de septembre, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guerini aussi. Le conseiller politique à l'Élysée, Stéphane Séjourné, avait préféré avancer l'idée d'une fédération. 6 mois plus tard, à l'approche des régionales et à 1 an d'une possible entrée en campagne présidentielle du chef de l'État, toujours aucune trace des fondations. Trop tôt, alors qu'Emmanuel Macron refuse d'évoquer l'échéance de 2022 ? Trop tôt, alors qu'Emmanuel Macron refuse d'évoquer l'échéance de 2022 ? Pas si l'on en croit plusieurs responsables de la majorité qui n'ont aucun mal à se projeter, partant du principe que le président de la République fera tout pour se représenter. Alors Gabriel Attal dit « Emmanuel Macron ne sera pas le candidat LREM à la présidentielle.
Je n'envisage évidemment... Alors, explique le porte-parole du gouvernement, Emmanuel Macron. Gabriel Attal, putain, je me perds entre tous ces marcheurs. Guérini, Stanislas Guérini, qui lui pour l'instant est à la tête du parti En Marche, enfin du mouvement bien sûr. Et lui il dit « Je n'envisage évidemment pas Macron comme le candidat d'un parti politique, ce serait le candidat du dépassement. » Très bien, très bien. Évidemment, abonde Guérini. Si Macron se représente, est-ce qu'il sera le candidat LREM ? Bah bien sûr que non, renchérit le député Roland Lescure, président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale et responsable des porte-paroles du mouvement. Pas question pour autant d'enterrer le parti. LREM, c'est un socle, résume la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin. Le navire amiral, pour Guérini. Le sous-sol et le rez-de-chaussée de la maison, entend-on également au sein de la direction. Donc en gros, LREM comme base, et puis on continue à bricoler avec LR, UDI, Modem, PS peut-être réintégrer des gens, je sais pas. Voilà, je sais pas. T'as pas tout loupé, grand froid, on vient de démarrer seulement le premier article. On a commencé il y a 1 heure et on démarre évidemment le premier article 1 heure plus tard. Donc, pour occuper le premier étage, le modem, voilà évidemment, le modem, allié des premières heures, est tout désigné. Problème, son patron, François Bayrou, est fâché que Macron n'ait pas tenu parole sur la proportionnelle et se montre préoccupé des bisbilles entre LREM et son parti pour des questions d'alliance au régional. Et oui, Bayrou, c'est Bayrou, quoi. Bayrou, il est là, il défend le modem dans cette histoire. François Bayrou, qui dit ça ? La députée des Hauts-de-Seine, Isabelle Florennes, elle dit quoi ? Elle dit « François Bayrou ne remet pas en cause notre engagement dans la majorité. Il n'y a pas de doute sur notre volonté de poursuivre notre travail avec Macron. Mais il est hors de question de dissoudre notre identité dans un quelconque rassemblement. » Résume la députée Modem, donc du côté de Bayrou, des Hauts-de-Seine, Isabelle Florennes. On ne va pas souffler des bougies parce que je pense que les Français s'en foutent, mais ce sera l'occasion de dire qu'on a été profondément fidèle à la promesse de départ, même si des choses n'ont pas marché. Enfin, je ne dirais pas qu'elles n'ont pas marché. Je dirais qu'elles ont foiré superbement, mais ça c'était Stanislas Guérini à propos des 5 ans de LREM. Les deux autres formations que citent à l'envi les macronistes, Territoire de progrès sur la gauche et Agir sur la droite, n'ont pas le poids politique nécessaire pour propulser Macron dans une campagne. Le premier a été conçu par d'anciens socialistes, les ministres Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt notamment, comme un réceptacle pour les élus locaux qui ne voudraient plus du PS, mais n'iraient pas jusqu'à LREM. Espèce de SAS, si vous voulez. Le second a été créé sur le même principe en 2017 par d'anciens membres du parti Les Républicains, dont l'actuel ministre Franck Riester, pour soutenir la majorité sans devenir eux-mêmes marcheurs. Donc voilà, ça c'est les alliés naturels, mais ils n'ont pas un poids politique extraordinaire. Ces deux petites structures étaient vues comme un sas d'entrée dans la majorité. Voilà. En commun, la formation créée en avril par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a servi au contraire à contenir des marcheurs déçus. Ça, c'était un sas de sortie. Des gens qui sont partis des LREM. Bon, très bien, vous voulez pas aller dans LREM, on fait un autre truc à côté. On va quand même un peu voter pareil qu'eux, mais au moins vous aurez plus les coups de fil de Stanislas Guérini. Je crois que c'est un petit peu ça l'idée. Donc du coup, ça c'est Barbara Pompili qui a eu cette idée. Cela a permis de garder des députés qui seraient peut-être partis, confirme un pilier du groupe majoritaire à l'Assemblée. Ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, il vaudra mieux ne pas avoir d'étiquette LREM. J'ai déjà enlevé le logo sur mes documents en circonscription. Ok. Pour ériger la future structure commune, une petite bande œuvre en coulisses au rapprochement de ces différentes formations, voire au-delà. Cette équipe est dirigée par Stéphane Séjourné. On y retrouve l'ex-conseillère en communication d'Elisabeth Macron. J'ai fait un mix entre Emmanuel Macron et Sibeth Ndiaye, et j'ai dit Elisabeth Macron. Bon, d'Emmanuel Macron. Donc on y retrouve Sibeth Ndiaye, l'ex-porte-parole évidemment du gouvernement, ainsi que le ministre délégué aux Affaires européennes Clément Beaune, ancien conseiller à l'Élysée. Donc ça c'est pour ceux qui sont à l'œuvre pour créer ce futur grand rassemblement, nouveau rassemblement. Merci Adrinosaure. Non, ça a commencé il y a 1 heure. Ce jour-là, LREM fêtera ses 5 ans. Donc une date est cochée dans leur calendrier, le 6 avril, LREM fêtera ses 5 ans, et l'annonce à Amiens d'un mouvement pas à gauche, pas à droite, hein, on ne va pas souffler des bougies parce que je pense que les Français s'en foutent, mais ce sera l'occasion de dire qu'on a profondément été fidèle à la promesse de départ, même si des choses n'ont pas marché. Je donnerai à cette occasion quelques lignes concrètes pour l'ouverture d'un nouveau chapitre, explique Stanislas Guérini. Cet anniversaire sera surtout l'occasion de lancer une consultation participative. Quiconque voudra défendre une cause pourra s'en emparer au sein du mouvement.
On travaille pas mal à mobiliser la société civile, confie Lescure. Ça, c'est du beau foutage de gueule, hein, quand même. Parce que, vraiment, ils nous l'avaient vendu, hein, la société civile, le bottom-up. Mais mon cul, en fait, ça a été Macron jupitérien. Dès qu'ils ont été élus, c'était fini le bottom-up et la société civile. Et on a déjà parlé on a parlé lors du dernier stream, donc la dernière revue de presse, justement de cette majorité parlementaire qui s'effritait au fur et à mesure parce que les députés avaient l'impression de servir à rien, d'être une chambre d'enregistrement des desiderata du président. Voilà. Comment refaire le coup ? En réalité, les macronistes de la première heure vivent encore dans la nostalgie de la campagne de 2017. Un coup de maître qui avait abouti à une victoire aux allures de casse du siècle. La grande marche organisée dans tout le pays avait fait de ce petit parti créé par Macron, démissionnaire du ministère de l'économie pour assouvir une ambition élyséenne qui paraissait folle, un mouvement de masse. Dans la foulée, 351 députés LREM étaient élus, pour beaucoup sans aucune expérience politique. 4 ans plus tard, ils ne sont plus que 269. Au sein du groupe. Donc ça, on en a parlé dans la dernière revue de presse. Donc 269, ils ont perdu la majorité absolue, et tous les cerveaux de la Macronie se posent cette question, comment refaire le coup ? Et donc, comment faire réélire leur champion de président, marqué par un mandat rythmé de crise économique, sanitaire et sociale. Or, cette théorie du grand dépassement est bien l'ADN de Macron. À l'époque du lancement d'En Marche, mouvement aux mêmes initiales que son nom. Son but était d'en faire un outil politique qui trancherait définitivement le clivage entre les conservateurs passéistes et les progressistes réformateurs. Il pense que je vais me planter. Mais vous savez, les gens qui produisaient des calèches n'étaient pas ceux qui croyaient le plus en l'industrie automobile. Je leur dis simplement qu'il y a un truc nouveau qui s'appelle la voiture, et que cela permet de rapprocher des gens qui ne sont pas d'accord sur tout. Confié Macron juste avant son élection en 2017. J'ai rien compris avec son truc de voiture qu'il faut abandonner en route et dont on s'abstient de choisir le chauffeur, là. Ça c'est Sarkozy, ça. À l'Elysée, donc, on dessine bien les plans d'un truc nouveau, avec objectif de surprendre une seconde fois. Dur défi. À part François Mitterrand en cohabitation et sa France Unie en 88, aucun de ses prédécesseurs n'a réussi avant lui. Voilà. Ça, c'était Véran. Non, c'est mon Macron nul. Je fais pas bien Macron et je vous emmerde. Voilà. Alors, bon, voilà. Ça, c'était pour Macron. Je pense que ça convainc personne. Hein. Voilà, ils sont en galère. On va les laisser dans leur galère. Médias. En Europe centrale, la presse oppressée. En suivant le modèle de Viktor Orban en Hongrie, des pays du centre et de l'est de l'Europe menacent et censurent les médias. Une situation préoccupante qui sera débattue ce mercredi au Parlement européen. Donc, à la lecture de ce chapeau, moi, je me demande, comment ils s'y prennent pour museler la presse ? Est-ce que ça pourrait être éventuellement fait chez nous ? Est-ce que c'est déjà en marche, si ça se trouve, comme modèle ? Et que peut y faire le Parlement européen ? Que peut y faire l'Europe ? Voilà, c'est les questions qu'on peut se poser. Moi, je l'aime bien, Macron. Il était pas mal ton Macron. Non mais il est pas bien. Donc voilà, manifestation, une photo de la manifestation devant le bâtiment de télévision public à Varsovie en Pologne le 10 février. Voilà, un kiosque à journaux en Hongrie ressemble à un mirage. Des dizaines de publications, des magazines, des quotidiens, des formats, des photos, des titres différents, sauf que bien souvent, les propriétaires sont les mêmes, une poignée d'oligarques proches du pouvoir, et les contenus soigneusement orientés en faveur du gouvernement. Il reste des journaux indépendants sur les étalages, mais leur diffusion est bien plus réduite, et à intervalles réguliers, l'un disparaît ou change de propriétaire, et radicalement de ton. La tendance n'est pas nouvelle, mais d'année en année, de mois en mois, elle se fait de plus en plus inquiétante. Dans le centre et l'est de l'Europe, la liberté de la presse recule. En l'espace d'1 an, le principal site d'information hongrois est tombé dans l'escarcelle du pouvoir, la dernière grande radio indépendante de Budapest a perdu sa fréquence hertzienne, et 20 quotidiens régionaux polonais ont été rachetés par une entreprise contrôlée par l'État. Une situation jugée si inquiétante qu'elle fera l'objet d'un débat au Parlement européen ce mercredi. C'est Libération MDR. Oui, bah c'est bien que Libération ait encore la latitude de faire ce truc-là. Hein. On a parlé des assauts de Kretinsky. Alors, Libération, c'est qui maintenant ? C'est Drahi ? Je sais plus qui c'est Libération. Attendez, on va regarder à qui est Libération. Mais je me demande si c'est pas à Drahi. Libération propriétaire. Il y a eu Pigas, je crois. Non, je sais plus. C'est Drahi ou pas ? Ah non, ils se sont séparés de Libération en mai 2020, Drahi.
Drahi, il a laissé Libération. Et il l'a filé à qui? Je me rappelle plus, c'est compliqué parce que je crois qu'il voulait aussi faire un truc indépendant, machin. Ils sont redevenus indés? Moi, je sais plus. Avec Geoffrin qui est parti. C'est vrai que Geoffrin est parti. Le rédac chef est un ex du Mossad. Eh bah écoute, tu as des informations que je n'ai pas et donc du coup je ne confirme pas. Drahi Explosion. C'est une fondation soi-disant indépendante. Voilà, c'est une fondation, ouais, je sais pas. C'est indépendant mais financé par Drahi. Bah ça commence à devenir compliqué ce bordel. Très bien, bon. En tout cas, vous voyez bien que cette situation d'avoir en effet une presse un petit peu indépendante mais marginalisée et des grands titres de presse qui eux à large diffusion sont eux tous possédés par des milliardaires, ça nous rappelle quand même quelque chose. Hein. Et quand on voit que la pression de l'argent fait que même Blast se retrouve à cause du fait qu'on n'a pas un écosystème sain au niveau de la presse, qu'on est en peine à trouver des solutions pour financer des titres indépendants, et ben même Blast se retrouve dans les mains d'un soutien d'Arnaud Montebourg qui lui-même a des fonds au Luxembourg, etc. Donc vous voyez que c'est compliqué. C'est compliqué et c'est pas un problème de personne, c'est un problème structurel. La France, c'est pas n'importe laquelle, celle de Patrick Drahi et Xavier Niel. L'anti-modèle de liberté. Bon. Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, Viktor Orban a érigé un anti-modèle de liberté de la presse, pointe Pavol Salai, responsable Europe des Reporters sans frontières. Il fait des émules dans la région. Des mesures prises en Pologne ou en Slovénie s'inspirent de ce qui a été fait en Hongrie. Les dirigeants de ces trois pays partagent une rancœur tenace à l'égard des journalistes pas assez conciliants, régulièrement insultés ou plus simplement qualifiés d'agents de l'opposition. Oui, alors c'est pas ça, ça peut être agent de l'étranger aussi, ça marche bien. Merci Gougnafier Céleste, c'est un peu ce que j'ai eu dans mon chat, hein, agent de l'étranger. 2 mois d'islamo-gauchisme militant aux frais de Jeff Bezos. Merci Gougnafier Céleste. L'idéologie populiste qui sous-tend ces attaques ne parvient pas à voir le journalisme comme un contre-pouvoir nécessaire à la démocratie, estime Jamie Wiesman de l'International Press Institute. Mais les mêmes pays comme la Hongrie ne peuvent, ne peuvent pas détruire complètement les médias critiques. Bah là, on a vu, hein, moi j'ai vu un documentaire encore hier sur la fin de l'Union soviétique, de l'Union soviétique. Ce qui a été aussi un moteur du démantèlement de l'Union soviétique, c'est le moment où y a eu un mouvement au sein même de l'élite du Parti communiste, de libéralisation, et notamment de libéralisation de la presse, et il y avait une appétence évidemment pour tous ces nouveaux titres qui ont fleuri d'un coup, qui ont précédé l'écroulement de l'Union soviétique. Parce que les gens se sont mis à rêver d'autre chose, voulaient penser un peu autrement, libéraliser la presse, parce qu'il y avait une demande de la société civile, qui était très éduquée en fait, et qui commençait à voir ce qui se passait ailleurs, et qui se disait putain chez moi c'est pas ouf. Le Glasnost, titre du docu, je sais pas, je sais plus ce que c'était, le titre du docu sur la lutte aussi entre Gorbatchev et Eltsine. Mais est-ce que tu peux tenir une société en lui coupant la presse comme ça? On voit que la stratégie de la grenouille dans la casserole d'eau chaude, c'est une grenouille qui dit que voilà, tu peux pas foutre une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, sinon elle saute direct, faut la mettre dans l'eau froide et monter la température doucement. Je sais plus si c'est les grenouilles ou une autre bestiole. Là nous on nous monte la température doucement, mais une population aussi éduquée, aussi qui a des envies de liberté tout simplement, ne se laisse pas faire à terme quoi. À terme il y a des mouvements quoi, il y a des trucs qui se passent quoi. Je veux dire, si ça a réussi à faire péter un truc aussi balèze que l'URSS, moi je crois que la population, il y a des demandes, des aspirations à la liberté. Donc on va voir, c'est la grenouille de Baden-Powell, me confirme-t-on, c'est bien une histoire de grenouilles. Les grenouilles, les crabes ou les homards, le jambon, les choses très concrètes. Bon, l'idéologie il fait des émules dans la région. Les dirigeants de l'idéologie populiste qui sous-tend, Donc, mais même les pays comme la Hongrie ne peuvent pas détruire complètement les médias critiques. Alors, ils en conservent quelques-uns en guise de vitrine, tout en isolant une grande partie de la population des voix critiques. Aujourd'hui, en France, ce qui est utilisé pour faire taire la presse indépendante, c'est on la laisse crever de manque de pognon, quoi. Depuis un an, cette rhétorique a gagné du terrain en Slovénie, suffisamment pour que la Commission européenne s'en inquiète publiquement à plusieurs reprises, alors que Ljubljana doit prendre la présidence tournante de l'UE en juillet.
Elle n'a récolté en réponse qu'une invitation à venir constater la situation sur place pour mettre fin à une saga d'accusations infondées et aux absurdités des journalistes. Dans la foulée, le Premier ministre, Janez Janša, publiait sur Twitter une image proclamant « Si vous répétez assez un mensonge, cela devient du journalisme ». Ouais, donc il y a une attaque du pouvoir contre les journalistes, c'est évident, c'est logique, ça va avec. Certains pays s'en sortent mieux, notamment la Slovaquie, où la situation s'est nettement améliorée après la mort du journaliste d'investigation Jan Kuciak en 2018, nuance Pavol Salai, mais la région manque d'un exemple, surtout depuis que les violences contre les journalistes lors des manifestations empêchent les pays occidentaux de tenir ce rôle. Bah oui, qu'est-ce qu'on va donner des leçons là, Qu'est-ce qu'on va donner des leçons? Merci, Adrien de boule dans la sono, j'ai rien compris ce que tu dis par contre. A l'inverse, la méthode orbanienne pour mettre à terre la presse indépendante est bien établie. En Hongrie comme en Pologne, tout a commencé par la transformation des médias publics, radio, télévision, agences de presse, en médias d'État. Il y a une nuance, Les dirigeants ont changé, des journalistes ont été licenciés, d'autres sont partis d'eux-mêmes pour ne pas cautionner la transformation des JT en catalogue de réussite du gouvernement. La loi sur les médias, votée en 2011, oblige aussi les radios musicales à diffuser toutes les heures un bulletin d'information. C'est un coût important, il faudrait qu'elles embauchent des journalistes pour faire ce travail, explique András Desi, ancien journaliste du quotidien hongrois Népszabadság, fermé en 2016, mais le Fidesz, le parti de Viktor Orban, a pensé à tout et fait en sorte que l'agence de presse nationale fournisse gratuitement aux radios des bulletins d'information de 2 ou 3 minutes soigneusement rédigés. C'est habile, c'est subtil. C'est génial. Tu obliges les radios à avoir un bulletin, elles n'ont pas forcément les moyens de faire un bulletin d'information, tu leur en fournis un. Bon, c'est du génie. C'est un coût important pour elles, ouais, voilà. Mais le Fidesz, voilà, oui, ça on l'a dit. Résultat, vous allez entendre la propagande du gouvernement, même si vous vouliez juste écouter de la musique. La Slovénie menace d'emprunter la même voie. C'est assez habile, Depuis son retour au pouvoir l'an dernier, le Premier ministre conservateur Janez Janša s'en prend violemment aux journalistes. Alors nous, on n'a pas le même problème avec l'AFP. Parce que l'AFP, nous, notre problème, c'est pas qu'elle soit entre les mains de l'État, c'est plutôt qu'on commence à privatiser. Et qu'on commence à avoir des trucs chelous, genre opération de com, avec l'AFP, et en fait, ils ont ouvert une branche AFP.com, et des fois, on sait pas tellement. L'AFP, c'est censé être des journalistes, et ils font aussi du reportage de commande, maintenant. Vous voyez, autre façon de couler le journalisme indépendant, lui foutre au pied des exigences de rentabilité et lui couper un peu les subventions. L'agence de presse STA, qualifiée de honte nationale, ça c'est pour la Slovénie, et la télévision publique RTV sont ses premières cibles. Donc ça c'est pour le pouvoir slovène. 3 membres du conseil de surveillance de RTV ont été remplacés par des personnes plus favorables au gouvernement et un nouveau directeur a été choisi en janvier. Une arrivée saluée à sa manière par Janša qui a tweeté un extrait du JT agrémenté du commentaire « Espérons que la nouvelle recrue fasse le ménage dans tous ces faux reportages ». Vous imaginez bien que la rhétorique du fake news, fake media, ça a aussi essaimé et ça a aussi donné des idées à beaucoup de dirigeants qui se disent « Bah oui, c'est pas con ça, suffit de gueuler à la fake news ». Si ça a marché pour Trump, ça peut marcher pour nous, voilà. Depuis 2 mois, l'agence STA est, elle, en but à des menaces financières. Le gouvernement a gelé à 2 reprises les fonds destinés à son fonctionnement, une première fois en décembre, puis à nouveau à la fin du mois de février, arguant d'un manque de documents. Voilà, on peut aussi lui couper les vivres à l'agence, ça peut être plus simple. Alors, la crise du Covid a déjà affaibli les médias. En Slovénie, comme ailleurs, c'est par les financements que viennent les pressions. La censure politique pure et simple n'existe plus, c'était un instrument du XXe siècle. La nouvelle censure vient des propriétaires des médias et des pressions économiques. Explique Timothy Garton-Ash, professeur d'études européennes à Oxford, la dépendance des journaux et des sites d'information à la publicité notamment a mis un outil puissant entre les mains des gouvernements hongrois et polonais qui n'ont pas hésité à l'utiliser. En Hongrie, environ un tiers de la publicité diffusée dans les médias vient des institutions publiques, mais on la retrouve quasi exclusivement dans les journaux, radio, télévision, pro-gouvernement. À l'arrivée au pouvoir du Fidesz en 2010, le basculement a été brutal. Merci Michèvre. Que sommes-nous si ce n'est les chèvres de nos décideurs? Ça te va les décideurs? La modocratie, démission comme Macron. Vous avez quelque chose contre mes modos? Écoutez, si vous n'êtes pas content, ici c'est pas FC Bienveillance, ici c'est FC
FC Antifa, tiens, dans la modération. En plus, on vous voit venir à 10 km, on vous connaît, donc voilà. Vous avez le droit d'écouter, vous n'avez pas le droit de parler. Ça se passe comme ça ici. En Hongrie, environ un tiers de la publicité, donc ça on l'a dit, environ un tiers de la publicité diffusée dans les médias vient des institutions publiques. C'est-à-dire que voilà, les médias eux-mêmes, vous vous rendez compte, c'est comme si l'État, en gros, achetait plein d'espaces publicitaires et donc du coup va rendre dépendant à cette nouvelle manne tout un tas de petits titres de presse, sur tous les gros. Donc on la retrouve quasi exclusivement dans les journaux, radio et télévision pro-gouvernement. Ça fait un sacré levier. Tu peux dire après à une rédaction, votre article ça me va pas, si vous êtes voilà, si vous continuez comme ça, nous on coupe les pubs gouvernementales, et si c'est un tiers de leurs revenus. À l'arrivée au pouvoir du Fidesz en 2010, le basculement a été brutal. Club Radio, station indépendante positionnée au centre-gauche, a par exemple perdu en un an 90% de ses revenus publicitaires. Les agences gouvernementales et les entreprises aux mains des proches du pouvoir ont retiré leurs spots les premières. Et bientôt imitées par toutes celles qui voulaient éviter de déplaire au gouvernement dans l'espoir de gagner encore des marchés publics. La mécanique, vous allez voir la mécanique dans le docu que je vous ai cité sur Orban, vraiment, vous allez voir que c'est bien rodé, comment... Il y a un truc quand même, hein. Vous allez voir, ce que vous allez voir aussi dans ce docu, c'est à quel point le fascisme, les fascistes ont une conception personnelle, familiale de l'exercice du pouvoir. Leur but c'est l'ordre. C'est pas la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'ordre que de prendre des proches, des gens avec qui on est d'accord, et de constituer un clan. Et c'est un clan qui est en train de dépecer la Hongrie, vraiment, en Hongrie. Regardez chez nous Marine Le Pen, voilà, la fille de Jean-Marie, et c'est un clan au FN. Regardez ce que le FN fait dans toutes les mairies qu'ils ont investies. Ils en font des clans familiaux. Ils se repassent, les emplois, les machins. Si la démocratie, c'est pas dans ton ADN, parce que déjà tu trouves ça dangereux, tu préfères l'ordre, l'autorité, t'as pas de scrupule à faire ça, t'as pas de scrupule à te servir. C'est exactement ce que fait Orban. Il a dépecé du coup un certain nombre d'entreprises, et puis surtout, voilà, par exemple, il donnait il donnait l'exemple d'un ami d'enfance de Orban qui était plombier, je crois. Voilà, vraiment. Un travailleur, hein, en bas de l'échelle, pas un grand chef d'entreprise de la plomberie, un petit plombier. Aujourd'hui, c'est un des hommes les plus riches du pays. Il suffit de lui orienter tous les chantiers de Viktor Orban, tous les chantiers de l'État, il suffit de les confier à tes amis, voilà. Et tu fais ça s'appelle la corruption, évidemment, et en Hongrie, ça va encore plus loin, c'est-à-dire, ça va jusqu'à des chantiers inutiles, genre des trains qui vont nulle part. Enfin, c'est absurde. Confier parce que, comme ça, tu arroses une entreprise. Et si cette entreprise, en plus, derrière, elle va arroser la presse de pub, et vous voyez, l'écosystème à base de pognon, de corruption, c'est du génie. C'est un peu du génie. La mécanique est la même en Pologne. D'après un rapport récent de l'IPI, les deux hebdomadaires Polityka et Newsweek Polska, de tendance libérale, ont perdu 98% des revenus publicitaires qu'ils tiraient de l'État depuis 2015 et la victoire du PIS. Les médias critiques du PIS sont plus largement les cibles d'une campagne coordonnée de pression administrative qui cumule amendes discrétionnaires, pénalités fiscales rétroactives et modification de licence de diffusion. Cible préférée du gouvernement, le quotidien Gazeta Wyborcza, je sais pas, réunit à lui-même 50 poursuites judiciaires, donc si en plus vous avez l'appareil judiciaire à la main du truc, d'ailleurs c'est ce qui se passe aussi, en... Ah oui, et en plus c'est avec le pognon de l'Union Européenne, hein, les chantiers publics, j'avais oublié de vous dire ça, ce qui est quand même un élément intéressant, ils se partagent le pognon de l'Union Européenne en plus de ça, les proches d'Orban. Comme finalement les proches de Le Pen avec l'idée c'est ce qu'on leur reproche, hein, Marine Le Pen, c'est pour ça qu'elle avait été convoquée, c'est précisément pour cette histoire d'assistant parlementaire au Parlement européen. Merci Sapiens. Parce que là, il y a bon les subventions quand on veut. Donc cible, là c'est bien l'Europe. Les médias critiques, machin, cible préférée, ça on l'a dit. Donc l'acharnement judiciaire, parce qu'ensuite il faut aussi faire des réformes pour mettre la justice à sa botte. Orban, astucieux, lui par exemple, il a baissé l'âge de la retraite arbitrairement à 50 ans, je crois, ce qui lui a permis de dégager de manière automatique toute une génération de vieux juges. Hein ? Tranquille. Le mois dernier, le gouvernement polonais a aussi lancé une nouvelle taxe publicitaire pour la presse.
directement inspirée de celle mise en place en Hongrie en 2014. À l'époque, celle-ci visait surtout la grande chaîne de télévision RTL, trop virulente à son goût. Chez nous, ça va, RTL est cool. Elle a depuis lissé son discours. La version polonaise, si elle est bien mise en œuvre, risque d'affaiblir sans distinction tous les médias, journaux, radios et télé, qui ne peuvent pas compter sur les subsides réguliers de l'État, autrement dit tous ceux encore critiques. C'est d'autant plus inquiétant que la crise du Covid a déjà affaibli financièrement les médias, pointe Pawol Zalai. Des journaux précaires sont obligés de se réfugier en ligne et d'abandonner le papier, comme l'hebdomadaire polonais Wprost. Dans un mouvement parallèle, les médias pro-pouvoir se renforcent et récupèrent les subsides publicitaires d'État. En Slovénie, la chaîne de télé Nova 24, fondée en 2015 par des membres du parti de Janez Janša, a ainsi reçu au premier semestre 2020 100 000 euros d'argent public, bien plus que l'année précédente et malgré de faibles audiences. Ce soutien dépasse même les frontières. 3 entreprises hongroises liées à Viktor Orban sont entrées au capital de la chaîne, dont elles possèdent désormais 88%. Merci, Hipstérique. Au bout de cette longue série de pressions économiques se profilent souvent 2 issues, la clé sous la porte ou plus souvent le rachat. En Hongrie, quelques oligarques proches d'Orban ont investi dans la presse. Lőrinc Mészáros est le plus actif d'entre eux. Cet ancien chauffagiste et camarade de classe d'Orban, c'est lui dont je vous parlais. Cet ancien chauffagiste, j'ai dit plombier, c'est chauffagiste. Devenu en 10 ans l'homme le plus riche du pays, a fait main basse sur une bonne partie des quotidiens régionaux, il doit toute sa fortune à Orban. En avril 2018, à la veille des élections générales, tous ont publié la même première page, une interview avec le Premier ministre hongrois titrée « Les 2 votes pour le Fidesz ». 6 mois plus tard, Mészáros faisait le don de tous ses titres de presse à la Kesma, une fondation créée de toutes pièces. Les autres propriétaires de presse pro-Orban l'ont suivi, et la Kesma groupe désormais près de 500 médias au discours de plus en plus uniforme. Avec la radio-télévision publique et les autres voix du gouvernement ouvertement pro-Fidesz, ce portfolio représentait en 2019 77,8% du secteur médiatique hongrois. Depuis cet été, la prise de contrôle d'Index, qui était le plus gros site d'information indépendant, ce chiffre a encore dû augmenter. Si nulle part la logique n'a été poussée aussi loin qu'en Hongrie, le contrôle d'une partie du paysage médiatique par des grosses fortunes proches du pouvoir est devenu classique. En Bulgarie, pays le plus mal classé de l'Union européenne par RSF, l'oligarque Delian Pevski contrôle 6 des plus grands journaux, soit 80% de la diffusion imprimée. En République tchèque, le Premier ministre et milliardaire Andrej Babis s'est passé d'intermédiaire. Il a racheté un groupe de médias influents 1 an après son entrée en politique pour s'assurer une bonne presse. Depuis l'été, ce processus prend en Pologne des dimensions étatiques. C'est là que pèse actuellement la menace la plus sérieuse, poursuit Timothy Garton-Ash. Le PIS au pouvoir clame sa volonté de repoloniser les médias, qui appartiennent à des groupes étrangers, souvent allemands, pour éviter toute ingérence étrangère. L'idée est de les faire racheter par des entreprises publiques contrôlées par l'État, au prétexte donc du coup de les repoloniser. Ces efforts précédents pour copier la méthode hongroise avec rachat de titres indépendants par des oligarques ont échoué, rappelle Jamie Wiesman. Alors, le PIS innove avec une prise en main des médias unique dans l'Union européenne. La première étape a lieu à l'automne avec le rachat par le raffineur Orlen de 20 quotidiens régionaux, jusque-là détenus par un groupe allemand. Tous les grands médias indépendants polonais ont des propriétaires étrangers. Aujourd'hui, c'est une forme de garantie, comme ailleurs dans la région. Ces actionnaires étrangers interviennent moins dans leurs médias que dans les nationaux, pointe Timothy Garton-Ash. C'est marrant, hein, parce que c'est vrai qu'en être réduit à dire, finalement, il y a une forme d'indépendance quand c'est des étrangers qui possèdent le média, du coup ils sont moins impliqués, c'est vraiment l'indépendance du pauvre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'indépendance nulle. T'es un oligarque, oui, mais c'est pas un oligarque qui est dans les bails de ton pays. Bon, d'accord, ok, il vous en faut bien peu. On préfère une vraie indépendance où le média appartient à une fondation indépendante, aux journalistes qui le font, aux lecteurs qui le lisent, voilà. Leur remplacement par une entreprise publique polonaise serait une simple opération commerciale, on parle d'une prise de contrôle politique, donc voilà, avec en ligne de mire les élections de 2023. Pour le professeur, le PIS cherche à distordre le champ médiatique suffisamment pour que les élections restent libres, mais ne soient plus équitables. Ok, voilà pour ce dernier article. Oui, vous parliez de Kretinsky qui en France a racheté Marianne et a foutu Natacha Polony à la tête du truc aussi.
C'était aussi intéressant qu'effrayant. Bah, je trouve aussi, non, mais c'est intéressant de voir. C'est une chose de dire la presse n'est pas indépendante, c'en est une autre de montrer comment. Alors, en France, on connaît bien le paysage médiatique français, on voit les problèmes, clairement. On voit que dans d'autres pays, finalement, il y a des oligarques qui contrôlent des titres, mais qui sont directement potes avec le pouvoir. La question, c'est est-ce que chez nous, nos oligarques aussi sont aussi potes que ça avec le pouvoir? Bah, peut-être que quand même un peu. En tout cas, ils ont des intérêts très clairs, qui sont les intérêts de tous les oligarques, c'est-à-dire libéraux, etc. Et ça, c'est aussi un problème en France comme en Pologne. C'est un problème pour Libération, comme pour les radios de centre-gauche polonaises, quoi, en gros. Bon, voilà pour Libération. On va passer au nucléaire. Attention, explosion atomique dans le chat. Vous allez... J'ai vu que ça clivait. Tiens, d'ailleurs, on va faire un sondage tout de suite. Pour l'instant, vous êtes pro, anti-nucléaire ou ne se prononce pas? Allez, on fait un petit sondage avant la lecture de l'article. Et ce que nous en dit Jade Lingard. Le nucléaire! Ça te va, le nucléaire? Alors, le nucléaire. Question. Alors, le nucléaire. Pour, contre ou bien au contraire? Ah non, mais c'est des sondages bêtes, on est au niveau grande gueule, là. Pour, contre ou ne se prononce pas. Voilà. Vous avez le droit de... Moi, par exemple, je voterais ne se prononce pas, je sais pas. Allez, petit sondage, vous avez 1 minute pour voter avant d'avoir les informations, et peut-être qu'on refera un sondage après, pour voir si ça vous a fait changer d'avis. Le chat, vous pouvez y aller, vous pouvez voter, et me donner votre avis sur le nucléaire. Aïe 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 aïe. Alors, c'est quoi les résultats? Bon, du coup, on a pour... Ah, vous êtes pro-nucléaire ici. Il y a 18% de contre. Ouais, mais non, mais c'est une question qui fait débat, vous imaginez bien. Chez les insoumis, chez les communistes. Alors, chez les écolos, évidemment, il y aura plus de contre. Donc, j'imagine qu'ici, je dois avoir des communistes, où il y a eu un raid des fans de Jancovici, je ne sais pas. Mais il y a quand même 37% aussi de gens qui disent, bah, je sais pas, j'ai pas trop d'opinion. Et c'est vrai que c'est compliqué, on est tiraillé entre le... Ouais, il y a des risques, mais en même temps, bon, c'est quand même une énergie... décarboné, ouais, mais en même temps, on exploite qui en Afrique pour avoir notre uranium? Ouais, mais en même temps, voilà, tu vois, je conçois. Ouais, mais en même temps, c'est un gage de souveraineté. Ouais, mais en même temps, c'est un gage de continuer aussi le néocolonialisme en Afrique. Voilà. Et ouais, mais en même temps, quelles sont les solutions alternatives? Ouais, mais en même temps, bon, voilà. J'étais pour, et puis j'ai modéré mon avis, et je suis pour tant que les ENR, donc les énergies renouvelables, j'imagine, ne peuvent pas prendre le relais à 100%. Et le fameux argument de l'intermittence des énergies type renouvelable, type... Merci Laurent Dupin, du coup. La fission du chat sur le thème du nucléaire, exactement. Finalement, il y a pas mal de droitards. T'as influencé en donnant ton avis. Bah, mais mon avis, c'est... Moi, je vous juge pas, vous donnez-moi votre avis. J'ai influencé. Moi, je sais pas. On peut le dire quand on sait pas. Merci, Konishiwa. J'ai pas d'avis, je suis centriste sur la question. Je suis ni pour, ni contre, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent, Arguet? Ceux qui disent « Je suis pour un effacement progressif du nuque vers les énergies renouvelables », vous êtes au courant que personne ne propose de tout couper d'un coup. Oui, c'est vrai. Pro-nucléaire égale pro-climat, vu l'urgence. C'est pas faux, dans l'urgence, oui, c'est vrai. Oui, non, ça aussi, ça me convainc. Mais bon, au-delà du pour et du contre, il y a peut-être des questions plus concrètes, notamment de financement, Oui, je fais du en même temps, désolé. Effrayant ces résultats. Oui, c'est une question complexe, puis c'est une question où il y a une grosse base technique aussi, voilà. Moi, je veux bien qu'on parle de tout et de n'importe quoi, mais là, c'est vrai qu'il y a des questions techniques que je maîtrise pas, donc
On utilise plus de l'uranium du Kazakhstan ou du MOX recyclé. Bah voyez, j'en apprends. Tu es centriste, donc de droite. Oui, c'est peut-être ça. On entend ton tel, oui, ça a fait Touloum. Ça a fait Toulim, mais je sais pas qui me parle. Ah oui, ça refait Toulim. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent, là. Qui c'est qui parle? Ah oui, d'accord, ok. Ok, bon, bah, on l'éloigne, c'est pas grave. J'essaie de vous lire, du coup. Si t'es contre le nucléaire, ça voudrait dire moins de Twitch. Mais écoutez, de toute façon, mon avis n'a pas beaucoup d'importance sur la question. Merci, Oxajo. Pour le coup, je vais jouer Jean Massier. Je vais la jouer Jean Massier à Donf. Moi, je suis là pour vous lire. Tous les avis m'intéressent. Merci, Bay Chinaski, pour tes 3 mois consécutifs. L'argument pendant longtemps, c'était que c'était moins cher, mais au final, démanteler les vieilles centrales coûte trop cher, donc on le fait pas complètement. Et ouais, contre, pour la raison que si accident nucléaire, pays inhabitable pour des siècles, sans compter les déchets pour des... Non, le pays entier sera pas inhabitable. Non, il y aura une zone, par contre, en effet, qu'il faudra condamner. Là, c'est... Faut imaginer qu'on va devoir gérer... voilà, d'ailleurs, dans le documentaire hier sur l'Union soviétique que j'ai regardé, le Fukushima, si vous avez vu la... Fukushima, qu'est-ce que je dis? Tchernobyl. Si vous avez vu la série Tchernobyl, vous voyez que Tchernobyl et les coûts de gestion de l'accident de Tchernobyl ont ruiné les espoirs aussi de l'Union soviétique. Ça a ruiné l'économie, en fait. Ça a ruiné l'économie. Ils l'ont payé cher, l'accident de Tchernobyl. Vraiment très cher. Si tu l'as fait style Jean Massier, il faut que les modos suppriment les messages qui critiquent LREM. Oh, il fait pas ça, Jean Massier, arrête, c'est bon. Voilà, je défends Jean Massier, je suis centriste aussi sur la question de Jean Massier. Je suis ni pour ni contre Jean Massier. Oh, qu'est-ce que je suis centriste aussi. Aujourd'hui, super centriste. Alors, Fukushima. La France n'a pas tiré les leçons, selon Jade Lingard. Moi, j'ai pas les moyens de contredire énormément Jade Lingard, hein. Je vous préviens, elle bosse sur le sujet depuis des années. Alors, si vous êtes plus compétent dans le chat, c'est possible, hein. Il y a peut-être des ingénieurs, des militants, des gens très formés. Pas, si possible, pas des gens qui ont juste écouté Jean Covici. Voilà. Honnêtement, pour ou contre, je sais pas pour le nucléaire. Par contre, pour taffer sur l'hydrogène dans une institution publique, on voit que le débat est clairement monopolisé par les grosses boîtes d'énergie. C'est pas sain, surtout en Normandie. Ok, donne père. Pareil, je maîtrise pas non plus le débat sur l'hydrogène. J'ai fait une formation là-dessus. Enfin, j'ai fait une formation. J'ai écouté une conf dans un cycle de formation. J'étais allé à la conf sur l'hydrogène. Sur le coup, j'ai cru avoir compris. Mais après coup, je suis pas sûr. Merci Fred Masson aussi pour ton sub. Le réveilleur fait les sujets plusieurs fois hyper bien foutu. Moi, j'aime pas le mot réveilleur. Réveilleur, je trouve ça... une rhétorique un petit peu pas ouf, mais c'est pour ça que je suis jamais allé voir ce qu'il fait, mais ça se trouve c'est très bien. De la centrale aux déchets radioactifs, d'accord, ok, bon, bah très bien. Avec le réveilleur, la rhétorique des les gens sont endormis, il faut les réveiller, bon, moi c'est pas trop ma cam. En tout cas c'est très marqué conspi et très marqué extrême droite aussi. L'entête est pourrie, ça mélange fusion et fission, mais j'en sais rien mon gars, moi. Je sais pas la différence moi, entre fusion et fission. Je sais pas. Bah là, il n'y a pas marqué ni fusion ni fission. Bon, bref, allons-y. Donc, en 2021, aucun des 56 réacteurs en fonctionnement dans l'Hexagone n'est au niveau des critères de sûreté post-Fukushima. D'ailleurs, restez avec nous, même si le nucléaire ne vous intéresse pas, parce qu'après, on fait bourdin malin avec Olivier Faure, quand même. Donc, selon Greenpeace et Negawatt, on n'est pas aux normes de sûreté post-Fukushima. Et l'Europe vient de voter 5 milliards d'euros de subventions au réacteur expérimental ITER sur ses crédits climat. Voilà. Mais là, ils n'ont pas parlé ni de fusion ni de fission, qu'est-ce que vous dites ? Nimp, le réveilleur extrême droite. J'ai pas dit le réveilleur il est d'extrême droite, j'ai pas dit ça. J'ai dit la rhétorique de réveillez-vous, les moutons, machin, tout ça. Ça par contre c'est très marqué extrême droite, mais il a sans doute pas fait exprès, il est sans doute pas d'extrême droite, j'en sais rien moi. Mais non mais je sais, mais c'est pas ce que j'ai dit. Oh là là, vous comprenez ce que vous voulez comprendre, hein. Bon bref, la France se prend-elle pour une île nucléaire isolée du reste du monde ? La question vient à l'esprit quand on part à la recherche des effets de l'accident de Fukushima sur le parc français de production d'électricité 10 ans plus tard. En 2011, dans les semaines et mois suivant le tsunami, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, ses experts, l'IRSN, et même les dirigeants d'EDF... merci Ayate qui dit bon courage. Bon courage à quoi ? J'ai pas eu le temps de lire. Bon courage à tous les camarades. Ah oui, ça toujours, en effet.
En 2011, dans les semaines et mois qui suivent le tsunami, l'autorité de sûreté nucléaire et ses experts et même les dirigeants d'EDF expriment publiquement leur acceptation d'un nouveau paradigme. Un accident grave n'est pas impossible. Il faudra désormais imaginer l'imaginable. À la suite de cette prise de conscience collective, des évaluations complémentaires de sûreté liées aux stress tests appliqués alors en Europe sont conduites par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, afin d'identifier les vulnérabilités des réacteurs et de préconiser les améliorations à leur apporter. Elle débouche sur un programme ambitieux de prescription, décrit aujourd'hui Negawatt, une association d'experts et d'expertes en transition écologique, protection contre les inondations extrêmes. Donc ça, c'est le rapport de l'ARN, d'EDF et des experts de l'ARN. Le programme ambitieux de prescription, auquel se réfère aujourd'hui Negawatt. En prenant, voilà ce qu'il disait en 2011. Protection contre les inondations extrêmes, installation de diesel d'ultime secours pour pallier une éventuelle coupure d'alimentation électrique, création d'une force d'action rapide, la FARN. Force, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'ARN? Ah oui, l'ARN messager, non, l'ASN. Donc voilà, donc ça c'est les conclusions que l'autorité de sûreté nucléaire avait déposées à l'époque avec EDF et tout. Mais 10 ans plus tard, leur mise en œuvre tarde considérablement. Analyse 2 spécialistes en sûreté nucléaire, Manon Bénard et Yves Marignac, à qui Greenpeace a commandé un rapport d'étude sur les mesures de renforcement du parc hexagonal. L'enjeu est pourtant important. À Fukushima, c'est la perte d'alimentation électrique et de sources froides qui a conduit à la surchauffe des réacteurs 1, 2 et 3, entraînant la fusion partielle de leur cœur. C'est la raison pour laquelle, 10 années plus tard, les autorités japonaises ne parviennent toujours pas à éteindre les réacteurs, c'est-à-dire à y arrêter les réactions en chaîne qui produisent l'énergie. La quantité très importante de radioactivité rejetée au moment de l'accident, tout comme celle qui s'échappe sans discontinuer après, fait de l'accident de Fukushima un événement aussi grave que celui de Tchernobyl en 1986, classé au plus haut niveau de l'échelle INES de l'évaluation de la gravité des accidents. Jusque-là, elle dit pas des trucs de ouf, elle dit ils ont fait un rapport à l'époque, l'autorité de sûreté nucléaire, et bon, selon Greenpeace et selon Negawatt, on n'a pas beaucoup avancé sur ce que le rapport préconisait à l'époque. Donc pour l'instant, vous voyez que c'est relativement factuel. En 2011, l'ASN avait donné 10 ans à EDF, exploitant les centrales, produisant 75% de l'électricité du pays, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles règles. J'ai dit l'ASN ou l'ARN cette fois? En 2021, donc du coup, ils leur ont donné combien de temps? Avait donné 10 ans. Donc on est 10 ans plus tard. En 2021, aucun des 56 réacteurs en fonctionnement n'est au niveau, alerte Greenpeace. Sur 23 mesures identifiées comme structurantes par l'association, seules 12 ont été mises en place. Parmi les demandes de l'ASN non mises en œuvre, certaines sont pourtant décisives. Apport d'eau ultime, c'est-à-dire en dernier ressort pour chaque réacteur et chaque piscine de combustible usagé, système ultime de refroidissement des enceintes, solution de noyage du puits de cuve, système de contrôle-commande ultime. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, vous, ce que ça veut dire? Je sais pas du tout. Bon, ça, en tout cas, c'était ce qui était préconisé. Selon le calendrier analysé par ces experts et ces expertes, ces mesures seront mises en œuvre par EDF entre 2021 et 2036. Donc finalement, on se donne 15 ans de plus, voire jusqu'en 2039, avec 20 ans de retard. Donc il faudra donc plus de 25 ans pour espérer une mise en œuvre intégrale des mesures jugées dès 2012 nécessaires, s'inquiète Negawatt. Merci Marcusio. Or, ces mesures correspondent à l'atteinte finale de la robustesse jugée nécessaire par l'ASN au vu du retour d'expérience de Fukushima. Elles comprennent les éléments les plus critiques pour la gestion de l'accident grave en situation extrême, tels que les dispositifs ultimes d'évacuation de la puissance, de refroidissement de l'enceinte ou de gestion du corium, c'est-à-dire le cœur d'un réacteur entrant en fusion, l'accident le plus grave pouvant survenir, note de la rédaction, ainsi que le contrôle commande et l'instrumentation eux-mêmes robustes de l'ensemble du noyau dur. Pourtant, l'ASN vient d'accorder son autorisation de principe au prolongement de l'utilisation des centrales nucléaires au-delà de 40 ans pour les réacteurs de 900 MW, les plus anciens du parc, tout en exigeant des améliorations majeures de la sûreté. Le président de l'autorité, Bernard Doroszczuk, a réagi mercredi 10 mars dans Les Échos concernant la mise en œuvre des mesures post-Fukushima. Lui, il dit « Le résultat est globalement satisfaisant », estime-t-il. C'est vrai que ça prend du temps, mais
Les modifications que nous avons demandées sur les réacteurs d'EDF vont bien au-delà de ce qui a été imaginé initialement à la conception pour faire face aux situations extrêmes. Malgré le vote de l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité sous la présidence de François Hollande, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui encadre la politique énergétique sur 10 ans, est très ambiguë. Merde. Je me suis planté. Très ambigu. Aucune fermeture de réacteur d'ici à la fin du quinquennat, à part Fessenheim. C'est déjà ce que disait la loi de transition énergétique votée en 2015 durant la présidence socialiste. Rythme extrêmement lent de mise à l'arrêt. Une tranche par an à partir de 2025, conduisant à 14 fermetures en 2035. Le gouvernement actuel a officiellement toujours maintenu ouverte l'option de lancer de nouvelles tranches nucléaires dans les années à venir, même si rien n'a été décidé. De son côté, le monde nucléaire mise sur la crise climatique pour se créer une nouvelle légitimité, logique, puisque ces centrales émettent moins de CO2 que le charbon ou le fioul. Fin février, le Conseil européen a voté la poursuite des financements du projet ITER, le chemin en latin, ITER, ce réacteur nucléaire expérimental qui veut utiliser la fusion nucléaire, à la différence de la technique de la fission utilisée dans les centrales électriques en activité. Vous voyez qu'elle fait très bien la distinction, apparemment. Actuellement développée à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône. Ah bah génial. Soutenu par les grandes puissances internationales de l'énergie, la Chine, l'Union Européenne, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis, ce projet entend reproduire le processus qui génère l'énergie solaire. Donc ça c'est le nouveau nucléaire, nouvelle génération. Merci Atomnium, qui va nous faire des petits soleils. Je comprends rien. Je suis pas ingénieur, moi je comprends rien. Or, ce financement est entièrement inclus dans le budget climat de l'Union, qui doit atteindre 30% du budget européen, comme on le voit dans ce tableau en annexe de la décision du Conseil établissant le cadre financier commun jusqu'à 2027. Voilà, donc voilà, bon. Pourtant, ITER ne produira pas d'électricité à long terme, puisque c'est un équipement de recherche, comme on peut le voir sur son site. Merci Oumissa qui a encore offert un abonnement. Le soleil en bouteille. Ah oui? Bah je sais pas. Zéro déchet. Ah c'est bien l'ITER. Bah j'en sais rien moi, écoutez. Donc l'ITER ne produira pas d'électricité à long terme puisque c'est un équipement de recherche. Il ne contribuera donc pas aux objectifs climatiques pour 2050. Le Luxembourg et l'Allemagne s'opposent à ce qu'ITER soit crédité au budget climat et ont demandé que leur position soit inscrite au protocole. Merci Baïchineski qui a offert 2 abonnements. Non, qui a offert un abonnement encore à quelqu'un, à Eddie Mitchum. Qui est là depuis longtemps aussi sur la chaîne. Mais ils soutiennent la recherche sur cette technologie de rupture. Au total, près de 15 milliards d'euros ont été engagés pour ce projet à la réalisation technique pourtant incertaine. Ravi de voir tout cet argent public. J'espère qu'on va privatiser les profits, parce que là, de mettre de l'argent public dans la recherche, j'espère qu'après au moins ça fera vivre quelques milliardaires. Bon, voilà, on n'est toujours pas... y a pas besoin d'être pour ou contre, finalement. Juste, on voit que, en fait, ça va poser des problèmes économiques, ça va poser des problèmes de pognon, parce que ce parc va commencer à nous coûter très cher. Pas zéro déchet. Ah bon, d'accord. ITER, alors, je vais essayer de vous lire pour voir si je comprends mieux en vous lisant. Allez hop, je déplace le Micral pour voir. Il était bien cet article, dit Ange Vert. C'est compliqué, quoi, d'accord. Usul est pour, car il est tellement BG, c'est une bombe atomique. D'accord, ok, très bien. Hello le chat, bon ça on s'en fout, beaucoup d'eau. Tu piges toujours rien, hein? Bah je pige ce que dit l'article. Merci Murasaki. Je pige ce que dit l'article, qui dit qu'en 2011 on a fait oula, c'est chaud, faudrait peut-être prendre des mesures. Et on les a toujours pas prises parce que des mesures comprenaient, j'imagine, un certain nombre d'investissements et on pouvait toujours les repousser. Et puis de toute façon on repousse, quoi, voilà, c'est ça que j'ai compris. La thématique du journalisme sur Twitch est déjà passée, oui, mais si tu subs, t'auras accès au replay tout de suite. C'est ça qui est merveilleux. Le zéro déchet, c'est comme l'apolitisme, ça n'existe pas. Ah bon? Je comprends rien non plus. Après, la techno qu'on a actuellement, toi t'as l'air d'y connaître, t'as dit techno déjà. La techno qu'on a actuellement, réacteurs à eau, ont une durée de vie pouvant être étendue à 80 selon les Américains. Ici, les mêmes centrales sont limitées à 50 ans. Bah voilà, vous voyez, moi je lis, on les repousse au-delà des 50 ans, est-ce que c'est bien malin? Ça se trouve c'est bien malin, ça se trouve c'est pas bien malin, on sait pas, de toute façon il va falloir attendre que ça pète. Voilà. Les déchets d'une fusion nucléaire, c'est de l'eau. Ah bon. J'aime pas être incompétent comme ça sur les sujets. Ah, vous voulez que je refasse un sondage? Bon. Les VED uniquement sur les subs, c'est de droite? Non, bah non, parce qu'elles sont dispo sur YouTube une semaine plus tard.
Il y a aussi la question que le temps de la recherche et de la technique n'est pas celui de la politique. Ouais. Ça rappelle un débat ouvert sur paléopolitique Mitterrand-Giscard. Ah ouais, on avait déjà parlé de nucléaire, j'avais déjà dit ma position. Bah, je rappelle, hein, moi c'est vrai que j'ai... en fait j'ai une trouille. À cet égard, je suis très vieux. Je suis vieux. Je suis très vieux. J'ai peur du nucléaire. J'ai peur de... Je fais des cauchemars, j'en rêve, d'une explosion nucléaire. Pas l'accident nucléaire. Moi j'ai peur des bombes. J'ai surtout peur des bombes. Après, parce que c'est plus spectaculaire. Hein. Après, les explosions nucléaires, oui, évidemment, c'est flippant, mais les fuites aussi, hein, je trouve. Voilà, surtout, moi, j'habite à Lyon. Lyon, c'est entouré de centrales nucléaires. Vraiment, si ça pète, ce sera chez nous. Hein. On est dans la merde, de ouf. Voilà, hein. Moi, j'ai peur. C'est mon côté vieux, J'ai des peurs de mecs des années 70, voire 60. Qu'est-ce que vous voulez, hein. On se refait pas. Bon, il est 43, dis donc. J'avais dit entre 15h30 et 16h, on va se lancer le bourdin malin. Mais c'est exactement ce qui va se passer. Pile à la moitié du temps que j'avais prévu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est une petite pause. Une petite pause clope au calme. Je vous mets un peu de musique. Vous partez, vous revenez, je m'en fous. Moi, de toute façon, il y a bourdin malin. Allez, il y a bourdin malin à 16h. Voilà, je modifie les infos du stream. Dans tous les cas, bourdin malin, Olivier Faure. Olivier Faure, reçu par Jean-Jacques Bourdin. Je vous rappelle les règles du bourdin malin. C'est on regarde le bourdin du matin, on essaie de deviner, on fait pause à tout bout de champ pour essayer de deviner les questions, les réponses. Donc les questions de bourdin, les réponses de l'invité. C'est un exercice ludique qui permet de... Merde, j'ai écrit Olivier Fauve. Olivier Faure. Vous savez comment on dit Olivier Faure en belge ? Vous connaissez cette blague nulle quand même. Voilà, bourdin malin, Olivier Faure. Je modifie, le titre est modifié. Voilà, hop, je fais OK. Et c'est bon. Donc, tac, voilà, je vous mets...